Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews number 14 ou 14 pour les Français. C'est Nico de Batman Legend et on est ce soir présent avec deux autres membres de la team Batman Legend. Oui, c'est un petit comité pour les podcasts Batman Legend. Mais ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses à dire quand même avec ces lectures du mois de avril 2021, paru chez Urban Comics. Pour m'accompagner, donc, je le disais, deux membres avec Alexandra, Salut tout le monde! mais aussi Siegfried. Bonjour à tous. Salut Siegfried et Alexandra. Et je vous propose d'entamer très rapidement ce podcast dans le cœur du sujet avec notamment la série principale Batman. J'ai nommé Batman Joker War tome 3, paru chez Urban Comics, signé James Tynion Ford, notamment dans l'écriture. Et ben, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Siegfried pour qu'il nous présente un petit peu ce nouveau récit autour de Batman. Alors, on se souvenait que dans Joker War 2 achevait la Joker War, donc en fait, il n'y a aucune raison que la suite s'appelle toujours Joker War, mais il s'est quand même capitalisé sur la suite de cet événement, puisque finalement, de Joker, point du tout, et ça va plus tourner autour du procès de Punchline, qui essaie, je vous rappelle, de faire croire au monde qu'elle est innocente. On ne sait pas trop par quelle défense elle va pouvoir passer, alors que bon, elle a quand même trempé dans tellement d'affaires du Joker que son implication est quand même bien connue, mais voilà, ça va être l'un des enjeux assez intéressants d'ailleurs de cet album, parce que justement, il y a tout ce côté intriguant. Comment est-ce qu'une acolyte du Joker qui a autant trempé dans le crime peut essayer de justifier son innocence? Et ça va passer par tout un discours sur les fake news et les réseaux sociaux, ou comment une criminelle peut passer par des vidéos live et par ces réseaux pour essayer de convertir le plus de monde possible à sa cause et même susciter des protestations, des manifestations en sa faveur de la part de la population qui est convaincue de son innocence sans aucune raison, mais c'est toujours ce côté un peu tendancieux peut-être d'ailleurs, mais enfin le but c'est de raconter comment des méchants peuvent se saisir des réseaux sociaux pour obtenir le soutien même de gens relativement bien intentionnés, mais pas du tout renseignés. Donc il y a une espèce de discours sur le complotisme qui, à mon avis, fonctionne pas très bien et manque complètement de subtilité, d'autant que le problème étant bien sûr que Punchline, on sait qu'elle est coupable. On voit clairement qu'elle manipule tout le monde, on sait à quel point elle est méchante et à quel point. Enfin, on sait qu'elle a tort dans tous les cas, donc il n'y a aucune ambiguïté de la part du spectateur, et ça renforce encore cette impression que les gens qui sont convaincus par ça sont un peu bêta quand même. Donc, enfin, ça empêche vraiment l'implication du lecteur dans cette intrigue. C'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'on laisse un peu plus d'ambiguïté sur l'implication de Punchline pour que le lecteur aussi puisse un peu se poser la question. Là, on se dit juste, mais quel bande de Ouais, crétins et mais comment est-ce qu'elle peut les manipuler comme ça? Et enfin, du coup, il y a le discours sur disons que le discours sur les fake news en paraît d'autant plus grossier et ce que ça essaie de dire sur le complotisme paraît encore moins fin. Et c'est pas très malin, je pense. On est quand même à une époque où il faut tenir sur des discours intelligemment parce qu'on sait que des complotistes, on en a tous dans nos relations. Être complotiste, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Bref, il y a vraiment un discours nuancé à tenir là-dessus. Et juste dire, regardez, Punchline, c'est une enfoirée, mais elle parvient à convertir les crétins en disant 3 banalités sur Facebook, donc les complotistes sont vraiment des débiles. Il y avait certainement des meilleures manières de raconter les choses. Bref, donc ça, c'est l'intrigue parallèle qui ne s'achève pas avec ce Joker War 3, donc qui va certainement se poursuivre dans la suite. Et à côté de ça, Batman affronte un méchant qui s'appelle le Ghostmaker. Donc je rappelle que juste après avoir vaincu le Joker à la toute fin de Joker War tome 2, on avait juste une planche sur un nouveau type qui ressemblait vraiment au Moon Knight de Marvel et qui disait Batman, je connais ton identité, je vais te battre. Enfin, c'était le genre de cliffhanger un peu ridicule de comics comme on en a l'habitude. Et donc, la grande question, ça va être qui est ce Ghostmaker, puisqu'il connaît l'identité effectivement de Batman Bruce Wayne. Il connaît ses méthodes, il semble lié au passé de Bruce Wayne à l'époque où il s'entraînait avant de devenir Batman. Donc il le connaît vraiment intimement et semble constituer une menace un peu étrange. Enfin, c'est une espèce de justicier qui tue les criminels parce que vous comprenez, il ne faut pas laisser les criminels en liberté, il est plus simple de les tuer, ils l'ont mérité, après ils vont s'enfuir. Enfin, c'est un discours qu'on a déjà tenu des centaines de fois. Et c'est un peu le problème de ce méchant qui finalement n'apporte vraiment rien d'original. Finalement, c'est une espèce de méchant un peu filler qui ne permet pas du tout à l'intrigue de rebondir, mais permet de combler quelques numéros en attendant que les scénaristes aient de nouvelles idées ou puissent s'investir dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Et c'est un petit peu décevant parce que la manière, je vais pas spoiler bien sûr, mais la manière dont l'intrigue avec le Ghostmaker est résolue est plutôt originale et enfin, ça change assez de ce qu'on voit d'habitude et du coup pourrait amener quelque chose d'intéressant par la suite. Donc on va voir si c'est exploité ou pas.
Mais en soi, ce super vilain, la manière dont il est géré est assez curieuse. Et puis bon, c'est toujours le problème d'inventer des gens dans le passé de Bruce Wayne dont on n'a strictement jamais entendu parler en 80 ans d'histoire. C'était déjà le pari un peu osé de Silence, mais ça marchait plutôt bien parce qu'ils avaient parvenu à justifier ça. C'est une tactique qu'on peut pas utiliser non plus des centaines de fois. Et là, ça peut finir par paraître un peu gros de dire oui, c'était le meilleur ami de Bruce Wayne pendant des années et il en a strictement jamais, il en a strictement jamais été question. Enfin, c'est un petit côté un peu bizarre qui demande vraiment un vrai talent d'écriture qu'évidemment on avait eu sur Silence et qu'on n'a pas ici, où même les scénaristes semblent conscients qu'ils font une espèce de truc filler. Mais voilà, au moins la résolution est fraîche, donc ça, on va voir pour la suite. Ça peut ne pas être inintéressant, mais en soi cette histoire n'est pas intéressante. Et ça se poursuit sur le punchline numéro 1. Donc évidemment, il s'agissait de mettre en avant encore plus Punchline, puisque le but c'est vraiment d'en faire un personnage important pour les lecteurs. Euh, un numéro qui se lit, qui est pas inintéressant. Bon, comme je disais, c'est un peu grossier, mais c'est pas. L'idée étant de montrer quelle version de son passé Punchline raconte aux médias, dont on sait qu'elle n'est pas vraie, puisqu'on avait lu dans le volume Joker 80 ans une vraie origin story de Punchline. Donc, ma foi, pour les fans de Punchline, s'il en existe, ça peut être intéressant, mais comme je disais, ça va surtout Ouais, être parce que intéressant pour ça, la suite. ça irait vite d'être fan de Punchline, parce que bon, on l'a assez peu vu au final. Oui, mais c'est un peu ce que je reprochais, enfin, on en a déjà parlé à chaque fois qu'on parlait de Punchline, c'est Ouais, finalement, DC cherche déjà à titiller les fans de Punchline avant même de faire l'effort de bien écrire le personnage pour que les gens puissent être fans. Mais c'était un peu déjà le problème avec Duke Thomas, c'est toujours le souci de rendre des personnages beaucoup trop importants pour essayer de créer une fanbase autour de ces personnages, mais enfin, on fait un peu de la pub autour de ces personnages avant même d'avoir commencé à les écrire. Et c'est on ça, l'a ouais. déjà vu sur Punchline, donc enfin, on a vu le nombre de covers alternatives avec Punchline avant même qu'elle apparaisse dans les comics. Enfin, c'est un peu ridicule de déjà jouer sur la spéculation, la publicité, alors même que le personnage pour l'instant n'existe pas. Enfin, n'a vraiment aucun intérêt. Il pourrait mourir du jour au lendemain sans avoir aucun impact sur le Batverse. Donc c'est un peu étrange, mais bon, espérons que ça va se poursuivre. En tout cas, ça lance des petites intrigues à la fois sur Ghostmaker et sur Punchline qui peuvent être intrigantes, qui peuvent donner quelque chose, mais on est vraiment dans un volume qui crée de l'expectative, mais ne crée pas grand-chose en soi. Et heureusement, et là c'est peut-être le point positif, ça s'achève sur Batman Annual 5. Donc ça, pour raconter l'origin story de Clone Hunter, je vous rappelle, c'est ce jeune adolescent qui s'appelle Bao et qui, suite au meurtre de ses parents par des clowns, décide de massacrer tous les clowns. Bon, Ouais, donc qu'on a aperçu dans le Joker War tome 2 du coup. c'est ça, et dont on a déjà senti que c'était un personnage autour duquel DC allait essayer de capitaliser, puisque c'est un peu l'idée d'un Robin alternatif. C'est vraiment quelqu'un qui admire Batman, mais qui décide enfin toujours la même chose, de tuer les super-vilains plutôt que de les laisser vivre pour à la fois venger ses parents et parce qu'il estime que pour porter un masque de clown, il faut vraiment revendiquer l'affiliation au Joker d'une manière tellement malsaine on ne peut pas espérer le salut. Et comme c'est un gamin, ça pose quand même des questions sur l'innocence perdue, donc c'est pourquoi pas. Cet annual est vraiment très mal écrit. Mais alors vraiment, D'accord. en termes d'écriture, c'est totalement inintéressant. Par contre, c'est dessiné par James Stokoway, et Stokoway, c'est toujours un bonheur énorme de le lire parce que c'est un dessinateur qui a un style qui change vraiment de tout ce qu'on lit d'habitude, qu'on avait déjà vu dans un volume récemment, qui avait écrit une petite backup story à la fin. Je me souviens plus de quel album c'était, mais enfin, c'est un dessinateur qui est absolument extraordinaire. Et rien que pour ces pages-là, finalement, ça peut valoir le coup de. Si vous connaissez pas Stokoway, il faut vraiment lire du Stokoway parce que c'est vraiment remarquable. Donc au moins pour ça, c'est vraiment super agréable à lire, même si ça, ouais, Et même si ça c'est qui évite du coup les. qui n'excelle pas à l'écriture? Je me souviens même plus. Ben, ça doit être Tinyon, mais j'ai pas noté. Je vous avoue que bon, c'est à ce point un peu remarquable. Je fais surtout attention. Mais voilà, au moins c'est un vrai bonheur pour le dessinateur. Je vous conseille de feuilleter ses pages, de lire du Stokoway parce que c'est vraiment quelque chose qui change de ce qu'on fait d'habitude. C'est pas une espèce de Jim Lee qui essaie de faire du méga réalisme impressionnant, mais c'est un style qui est un peu, enfin on va reparler, mais c'est un peu comme Bilkis Evely. Enfin, c'est des dessinateurs qui essaient d'apporter une touche vraiment différente au mainstream et ouais, Dustin Nguyen, et ça apporte une patte, et en plus ça fonctionne vraiment bien en termes de récit parce qu'il y a des dessinateurs originaux aussi mais qui figent tellement mais j'aurai d'autres exemples après, mais qui figent tellement leurs personnages que finalement ça se lit très désagréablement. Et Stokoway, c'est du pur bonheur, donc au moins pour ça, ça peut valoir le coup de lire, lire ce volume qui est vraiment très moyen, voire pas très bon sur certains aspects, mais lire du Stokoway c'est toujours du bonheur. Ok, alors Voilà, je te pour confirme finir sur que une note c'est positive Tanyan quand même. Ford.
Ouais, je te Ouais, voilà. confirme que c'est Tynion Fort à l'écriture. Et Ça confirme mon grand amour pour Tynion Fort. Désolé pour de choquer ceux qui ouais, aiment ce moi scénariste, mais je l'aime beaucoup en général, mais c'est vrai que bon, bah, il a certainement ses défauts, par moment, mais de manière générale, j'aime beaucoup ce qu'il fait. il fait de bonnes Hem, choses, mais il atteint vite ses limites, et surtout le fait de lui avoir confié une série régulière comme Batman, qui fait qu'il est peut-être pris par les délais, pris par les impératifs éditoriaux, surtout qu'on lui a demandé quand même de faire quelque chose de très différent de King, de refaire de l'espèce de blockbuster Batman, et peut-être que il sent que ça tourne un peu à vide. En tout cas, pour l'instant, il a un peu de mal à raconter quelque chose d'original. C'était le cas sur Joker War, qui était quand même pas l'événement de l'ampleur promise, et c'est un peu le cas pour ces fillers qui essaient d'introduire, on sait pas trop quoi pour la suite, mais pour l'instant, c'est pas super convaincant, à mon avis. Mais il y a OK. Stokely, donc au moins pour ça. Heu, il y a au moins du Une, positif dans cet album. voilà, une petite touche d'espoir quand même. C'est vrai que alors j'ai vu passer, moi je l'ai pas encore lu, il est sur ma pile à lire, mais j'ai vu passer pas mal de d'avis négatifs sur ce 3e tome de Joker War, et j'ai cru comprendre, sur Twitter notamment, Alexandra, que toi tu avais plutôt, bien aimé cette lecture. Non, du coup, oui, je reste plutôt sur ce que je disais sur les 1, 2, 3, sur une lecture agréable, tout en étant consciente qu'évidemment, il y a des défauts et Siegfried les a cités. Je vais un peu rebondir, mais je prendrai pas beaucoup de temps sur les choses que tu as dites. Mais moi, j'apprécie voilà, le récit. Moi, je suis complètement conquise par les dessins. Je me prends une claque sur certaines planches. Et c'est sûr qu'on est sur un scénario de base pas très comment dire, pas très entreprenant, je dirais. On prend pas beaucoup de risques, on est assez plat, mais ça change d'autres lectures qu'on peut avoir. À un moment donné, tu cites au tout début que c'est pas vraiment Batman Joker War, c'est vrai, mais on a l'habitude d'Urban de cette sorte de communication parce que c'est un peu pareil avec les Batman Metal multivers Ah. noir, alors que c'est pas vraiment le Batman Metal. Voilà, donc on est sur une nouvelle forme de communication où le titre bah, commence à perdre les gens et bah, pour avoir un Après je peu pense tout que, l'idée. alors, pour défendre un peu, hein, l'idée de Oui, d'Urban, je pense que c'est d'éviter de changer le nom des séries, bah après à tout va, et alors que ça reste tu dans la peux même faire ça, continuité, tu quoi. peux faire ça autrement en fait. Tu peux. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça avec mon ancien collègue libraire sur le Batman Metal. Tu peux très bien mettre le nouveau nom et mettre en tout petit Batman Metal ou pour rester dans une cohérence. Après, tout ça, ça s'appelle de la communication. Si tu communiques correctement sur la chose, tu peux très bien changer le nom. Ou en tout cas, voilà, mettre en tout petit en dessous Batman Joker War. Mais voilà, là le problème, c'est qu'on est sorti de Joker War. Gotham n'est plus en prise de Joker et Joker n'y est même pas. Donc, c'est un peu dommage. Sur l'intrigue de Punchline, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un peu décroché. Après, je trouve ça marrant qu'avec les comics de Batman, on arrive à réagir avec aujourd'hui. Notamment le fait que t'as un jeune homme qui écoute les podcasts de Punchline. Enfin, j'ai trouvé ça drôle. Après, comment c'est fait, c'est pas très fin. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas très fines. Mais par contre, sur l'autre intrigue, moi, j'ai bien aimé Ghostmaker. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est pas forcément très bien écrit, mais si on peut m'apporter encore plus de choses sur le passé de Batman, et notamment le passé de Bruce Wayne, je suis toujours preneuse. Je vais encore me répéter, mais l'écriture d'Harley, pour moi, je la trouve géniale. Je trouve que le tandem Harley-Batman marche bien. En plus, tu as une sorte de tandem Harley-Batman et le jeune homme Clone Hunter, que pareil, je trouve ça très intéressant. Et moi, je serais même partante pour euh, comment dire, approfondir plus ce personnage. Toute la communication de Batman Joker War, c'était apprécier Punchline. Siegfried, tu l'as très bien dit. Bah moi, au final, tout ce que j'en retire de ce comics-là, c'est Clone Hunter. J'ai plus envie de suivre ce jeune garçon qui a un peu une forme de Redwood, finalement. Comme tu disais, Mhm. c'est une sorte de Robin, mais qui veut pas vraiment s'affilier sous le nom, sous le logo, on va dire, de Batman, sous cette idée de chauve-souris qui fait un peu son chemin, qui tue, mais finalement, bah, pourquoi il est créé? Parce que aussi il reprend l'idée de Batman de défendre un peu sa ville. Donc j'aime bien cette ambiguïté, j'aime bien l'idée qu'on reprend ce jeune homme et qu'on essaye de faire quelque chose d'assez torturé. On part pas sur un adulte comme ça peut être sur Redwood. Voilà, si c'est bien fait, ça peut être super cool. Punchline, pour moi, n'a pour le moment aucun intérêt. Et c'est pas du tout mon amour d'Harley Quinn qui dit ça. Il n'y a pas de comparaison parce qu'à un moment Non, donné, mais ils ont si voulu tu tues la comparer, concurrence mais aussi, ben voilà. non, mais à un moment donné, il y a dans
ou le 2, je sais plus, mais t'as l'impression que ça les mettait un peu en concurrence. Là, du coup, pour moi, il y a aucune concurrence qui est faite. Chacun fait son chemin. Harley Quinn le fait et Punch-Out le fait. Et Harley Quinn le fait mieux. Mm. Moi, je trouve Ouais, qu'elle est superbe dedans. Et je conseillerais, du coup, pour les personnes qui sont intéressées par Harley, de lire ça. Même si tout n'est pas superbe, comme le dit très bien Siegfried, pour moi, j'aimerais voir autrement sur des tomes solo pour Harley Quinn. Ok, ok, super. Ben, alors on enchaîne rapidement avec une deuxième lecture, estampillée Batman elle aussi, de la série Batman Detective Comics, et c'est Batman Detective dans le titre, hein. Le dernier tome de la série d'ailleurs, publié chez Urban Comics, le tome 5. Ben, tiens, Alexandra, garde la parole. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ok. Un Batman Détective tome 5. Donc, Je c'est sens que tu vas être moins enjoué que pour Joker War tome 3. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai lu ta review sur le site. je sais même pas quoi dire. Je ne saurais même pas résumer toute cette histoire parce que je l'ai complètement oubliée. Donc, si vous voulez un petit résumé, de toute façon, petit Google Urban Comics vous fera un résumé qui sera beaucoup mieux que le mien, je l'avoue. Je vais aller peut-être un peu plus sur l'idée de pourquoi j'aime pas. Donc, on est sur une série de Peter Tomasi. Peter Tomasi, j'aime globalement bien son travail. En termes de chronologie, c'est plus ou moins lié à Joker War, mais bon, si vous n'avez pas vraiment lu Joker War, pour moi, c'est pas vraiment handicapant. Et du coup, dans ce tome 5, on a une nouvelle menace. Alors, la continuité des comics, je la trouve un peu pas logique. Voilà, quand tu finis le tome 4, tu arrives avec le tome 5, pas vraiment de suite, bon voilà. Et donc une nouvelle menace arrive, Miroir. Alors l'idée là dans ce comics d'imposer un méchant qui serait l'image de Gotham. En gros, il n'y a plus besoin d'héros et surtout le problème des héros, c'est qu'ils sont masqués, du coup ils mentent à la population de Gotham. Aujourd'hui, on veut des choses plus transparentes, d'où l'idée de Miroir. Donc ce petit bonhomme-là porte une sorte pas de masque aussi, haha, mais Oui. transparent, pour, vous avez vu un petit peu là, voilà, pour voilà, se rapprocher un peu plus de la population gothamienne et du coup partir en vendetta contre tous ces héros. Donc on retrouve un petit peu toute la Bat Family dans ce tome-là. Et voilà, donc la ville part un peu en guerre. C'est pas très intéressant, hein. Une bonne fin pour cette série Batman Detective ou pas alors? Bah non, enfin, pas du tout une fin. Enfin, j'étais vraiment surprise que ce soit une fin. Je voulais pas forcément plus de tomes, mais une fin doit ressembler à une fin. Là, ça laisse beaucoup trop de choses apparaître. Alors, en parallèle de cette menace miroir et de la Bat Family qui revient un petit peu, il y a ce combat. Faut savoir aussi qu'il y a le retour de Silence aussi qui se met là. Il y a une enquête en parallèle de Damian Wayne qui fait où tu vois qu'il a un peu du mal avec le décès d'Alfred. Et à côté de ça, ça se bouge aussi au niveau de Gotham et de la mairie parce qu'il y a un nouveau candidat à la mairie, Nakano, qui ressemble fortement à Harvey Dent, hein. Alors lui, c'est pareil au niveau du visage. On aime bien jouer avec le visage dans Batman Detective tome 5. Il a un problème à l'œil, donc il a un œil, comment dire, perdu. Il porte un cache-œil. Et justement, en fait, il y a plein de choses qui est lancée et ça finit, tu comprends que Nakano, candidate à la mairie, enfin du coup réussit à accéder à la mairie de Gotham. Ok, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, de toute façon, c'est la fin, donc tu sais pas trop. Pareil, Batman Silence, tu sais pas pourquoi il est là. En plus, je trouve que l'écriture, elle est pas folle. Donc, si vraiment vous voulez connaître Batman Silence, bah, lisez Batman Silence, le gros comics qui est vraiment un must-have pour moi, surtout avec le dessin de Jimmy, mais pas seulement, parce que c'est très très intéressant. Donc voilà, il y a plus ces histoires-là, et je trouve que ça n'apporte pas une fin concluante. Surtout que les autres comics n'étaient pas déjà très marquants. Pour la preuve, je ne m'en souviens pas, voire très peu. Donc je vois pas du tout l'intérêt de cette série globalement. Pour moi, c'est une des séries que tu peux avoir, voilà, qui est en parallèle d'autres séries, d'autres runs, et qui n'a pas d'intérêt. Moi, le seul plus que je vois, et pour moi ça a été marquant, c'est que j'ai trouvé l'écriture de Damian Wayne assez intéressante.
J'avais pas trop envie de le taper et c'est assez rare. J'ai bien aimé la relation père-fils qu'ils ont essayé de montrer, même si encore une fois, c'est beaucoup trop court. Parce que ce qu'il faut savoir dans ce magnifique tome assez gros, hein, enfin, voilà, avec quelques pages, c'est que Nini, vous avez quelques pages, mais vous n'avez pas que Batman Détective comme tome 5, pardon. Vous avez du coup le numéro spécial Détective Comics 1027 avec plein de super récits. Et quand j'ai vu ça, je n'étais pas du tout au courant qu'il y allait avoir ça. Donc je trouve ça hyper grave que certaines personnes qui auraient aimé lire tous ces récits, donc on avait vraiment en plus des must-have au niveau de l'écriture, on a Grant Morrison, Mark Wolfman, j'en passe, on a des récits très intéressants, très beaux, qui fêtent du coup cet anniversaire-là. Il n'y a pas eu de petite étiquette devant le comics, il n'y a pas eu de communication dessus. Non, c'est juste marqué derrière en tout petit. Où du coup, j'ai vu ça grâce à une vidéo d'un youtubeur. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas fait attention. Je trouve ça vraiment honteux parce que tout le monde ne suit pas forcément ces séries-là, surtout celle-ci qui est très anodine par rapport à Batman Detective Comics, qui est, je trouve, beaucoup plus intéressante. Et surtout, on a un problème de chapitrage aussi, où c'est vraiment le bordel. Enfin, tu finis Batman Détective tome 5, t'arrives sur ces séries-là, c'est à l'envers. Tu comprends rien du tout. Je trouve ça honteux, vraiment, de la part d'Urban d'avoir fait ça, de les avoir mis comme ça sans prévenir, d'avoir eu un problème de maquettage, chapitrage, je ne sais quoi, je ne sais même pas quel est le souci. Et voilà, Batman Detective Comics, Batman Detective 5, c'est passable, voire nul. Désolée. Mais voilà, ici, il faut savoir que Détective 5, ça commence au numéro Détective Comics 1028, ce qui fait qu'on a d'abord le 1028 et les suivants, C'est ça, et ensuite exactement. on a le 1027. Le C'est problème ça. étant que dans le 1027, on a le récit qui présente l'origin story de Nakano et pourquoi Nakano en veut à Batman, donc le candidat à la mairie de Gotham qui s'oppose au D'accord. justicier masqué. Et Donc, du coup, on a un récit qui fait référence aux raisons pour aux griefs que Nakano a contre Batman, mais sans les montrer. Et seulement 200 pages après, on a cette origin story donc, qu'on était supposé connaître, puisque en termes d'historique de comics, le numéro était paru avant Detective Comics 1028. Donc c'est un peu incohérent. Enfin, pourquoi ne pas avoir commencé avec le 1027 avant de faire Detective Comics un peu étrange comme choix éditorial. mais il y a surtout qu'il y a aucune raison, il y a eu aucun communiqué dessus. Tu vois, il y a des fois tu peux te dire bon d'accord en termes de, je sais pas moi, en termes de nombre de pages ou en termes de scénario, l'idée était là. Non, là tu comprends pas. Ouais, je suis d'accord. Après, je comprends qu'ils aient pas fait trop de com autour parce que c'est pas très bien comme numéro anniversaire. Enfin, on s'attend quand même à. Non, mais Bah, on ça s'attend quand même. dépend. Ça On s'attend dépend. quand même. Certains sont bien, mais même Oui, si moi. bien, faut le dire, parce que moi vraiment j'ai été surprise. Le comics est assez conséquent, enfin était un peu gros. Je me suis dit oh super, mon Batman Détective 5 il va prendre de l'ampleur. Déjà que j'étais déçue par la fin, je suis en plus déçue que ce que j'ai payé, tu vois, n'est pas ce que j'attendais. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? C'est ça, Ouais, je Ouais, je comprends. trouve que c'est pas normal en ça termes peut être. d'achat. Ouais. Ouais, je comprends. En Mais même après, temps, ça peut être la petite surprise, mais en même temps, ça fait partie de Batman Detective Comics et tout ça, mais bon, ouais, c'est vrai que. Ouais. Mais je suis pas la seule à Un avoir petit peu pensé de. ça, hein. Ouais, non, mais Mmh. bien sûr, je comprends. Ça fait un Mmh. petit peu un manque de communication autour de ce tome-là et de son contenu, et en tout cas de cet effet un petit peu surprise avec le numéro 1027, quoi. C'est ça. moi, j'étais vraiment déçu par le 1027 parce qu'on parle quand même du numéro hommage à la toute première apparition de Batman dans Detective Comics 27. Donc, on s'attend quand même à un numéro hommage assez imposant. Surtout qu'ils font quand même donc appel à Ruka, Rissos, Darsky, Tynion, Rosmo, Kelly Sud Deconic, Romita, Morrison et Burnham, Tamaki. Enfin, c'est un sacré, un sacré casting all-star quand même qui vient. Donc, on peut s'attendre à un numéro vraiment impressionnant pour faire référence aux 80 ans d'histoire de Batman. Bon, le problème, c'est que ça arrive après le Batman numéro 1000. Donc, déjà, c'est un peu. Du coup, ça fait un deuxième hommage. Mais bon, pourquoi pas? Avec un casting pareil, on peut vraiment faire des histoires assez folles. Et en fait, c'est vraiment une succession d'histoires relativement, pas complètement déconnectées les unes des autres et qui n'essaient pas tant de raconter Batman que ça. Par exemple, c'est ce qu'on disait, il y a le numéro qui parle de l'origin story de Nakano. Mais qu'est-ce que l'origin story d'un policier qui a vu son partenaire mourir lors d'une attaque de super-vilain à voir avec un hommage à Batman dans Detective Comics 1027?
C'est étrange comme choix. Ou un récit qui m'a particulièrement marqué, par exemple, c'est le récit de Déconique et Romita. Donc Romita Junior qui était, enfin le dessin est vraiment superbe comme souvent avec Romita Junior. Et toute l'intrigue, c'est Bruce Wayne qui porte un micro pour parler à un policier corrompu qui fait du golf. Et donc qui essaye de le faire parler pour enregistrer ça sur le micro. Donc c'est une histoire qui fait 10 pages, ça raconte rien d'autre que ça. C'est mais pourquoi? Enfin, quel est le rapport avec un hommage aux 80 ans du détective? Et finalement, il y a aucun des récits qui fait référence aux 80 ans d'histoire. Il y a aucun récit qui est un hommage vraiment fort à Batman. Donc il y a quelques récits qui sont corrects, notamment le Ruka Erisso qui est vraiment très sympa. Mais on attend beaucoup plus d'un numéro anniversaire de cette ampleur-là, qui aurait dû être 10 fois ce qu'était le Batman numéro 1000. Donc j'ai vraiment pas très bien compris ce qu'ils avaient tenté de. Enfin, pourquoi ils avaient aussi mal géré leur hommage. Finalement, on dirait souvent plus des fonds de tiroir qu'un vrai hommage à Batman. Donc ça peut paraître assez violent comme expression, mais comme je le disais, si à partir du moment où on a juste un récit avec Bruce Wayne qui porte un micro, est-ce que c'est clairement le genre d'aventure qui n'aurait pas été publiable ailleurs parce que une histoire une nouvelle de 10 pages qui n'a pas vraiment grand intérêt, qui ne s'inscrit dans rien, qui est seulement joliment dessiné, mais sinon, c'est vraiment pas intéressant. Et a fortiori, ça n'avait pas sa place dans une anthologie hommage. Donc c'est plus des petits récits, voilà, qui n'étaient pas vraiment publiables dans des anthologies plus ambitieuses et qui sont calés là sans aucun rapport avec le numéro auquel ils sont supposés appartenir. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant, même s'il y a des numéros qui sont, c'est inégal, il y a quelques histoires qui sont bien, mais c'est pas du tout ce qu'on peut attendre d'un numéro 1027 et de l'importance historique que peut avoir un numéro 1027. Quant à Batman Detective 5, donc là je suis entièrement d'accord avec Alexandra sur le fait que ça commence par le 1028 qui est un filler un peu ridicule, et ensuite il y a quand même une idée assez intéressante, c'est qu'on a cette opposition entre le miroir, qui est donc une espèce de super vilain qui veut que tous les super-héros laissent tomber le masque parce que ça les apparente à des. Enfin, que tout le monde laisse tomber le masque, à la fois super-héros et super-vilain, pour des soucis de transparence, mais lui-même porte un masque et il explique oui, mais j'enlèverai mon masque quand tout le monde aura enlevé son masque. Oui, en fait, c'est exactement ce que dit Batman depuis le début, hein, c'est que Batman accepte de ne plus exister à partir du moment où il n'y a plus de super-vilain. Donc finalement, ça reste un peu paradoxal comme position de refuser d'enlever le masque sous prétexte que d'autres gens ont le masque et de faire exactement comme Batman, mais en essayant de faire croire qu'il est différent. Ça marche pas trop, mais il y avait cette idée intéressante qu'on a un super vilain qui veut que tout le monde retire le masque et qu'on a en même temps un candidat à la mairie de Gotham qui veut aussi que tous les super-héros et super-vilains retirent le masque. Donc on a vraiment cette opposition entre une espèce de héros civil et de super-vilains qui veulent la même chose et qui finalement veulent un peu la même chose que Batman aussi. Donc il y a quand même cette espèce de conflit idéologique entre des gens qui finalement ont la même finalité mais ne sont pas tout à fait d'accord sur les moyens pour y arriver et entrent en conflit à cause de ça. Ça aurait pu être absolument passionnant. Et finalement, comme le relevait très bien Alexandra, il y a rien. Enfin, en fait, à la fin du volume, je sais même pas trop comment s'est achevée l'histoire du miroir. Enfin, Mais oui, je suis même pas sûr complètement. d'avoir bien compris ça. Alors, peut-être que j'ai lu un peu en diagonale à la fin, mais est-ce qu'il y a Non, mais je suis d'accord et c'est fou ce que je vais dire et pourtant je suis pas marseillaise et désolée Nico, mais j'ai jamais ça m'est jamais arrivé, je crois, en fin de comics comme ça, que ce soit une série ou un one shot, d'être aussi perdue et de n'avoir rien compris, de me trouver très bête. Et je me dis: «Mais c'est pas possible, il y a trop de choses qui restent, en suspens, j'ai pas de réponse, ce n'est pas une fin» et vraiment Alors je je précise que c'est pas parce qu'on est Marseillais qu'on comprend pas la ah! fin et qu'on ne Non, comprend pas les mais comics. Non, mais parce qu'on que me dise pas que tu vas avoir des j'exagère. problèmes avec un grand barbu Je sais, je qui fait des sais. vidéos sur YouTube. Je te Non, mais qu'on préviens. me dise pas que j'exagère ou que oh, ça t'est jamais arrivé. Non, ça m'est vraiment jamais arrivé. Je vous le jure. D'ailleurs, on fait des bisous au commis, le plus connu des comics sauveurs marseillais. Et donc, vas-y, du coup, tu peux continuer. À moins que tu aies fini. Alors, je dirais quand même qu'il y a 2 petites qualités, dans ce volume. C'est d'abord qu'on parle enfin d'un candidat à la mairie de Gotham. Enfin, j'ai l'impression qu'on parle toujours des candidats à la mairie de Gotham, mais que finalement on a toujours des maires qui sont interchangeables, qui sont tués, par chaque super vilain et du coup on se demande combien il y a eu de centaines de maires dans l'histoire de Gotham. Parce qu'à chaque fois ils sont là pour nous balance un nom au début d'une aventure et qui meurt au cours de l'aventure et qui n'a C'est vrai finalement aucun qu'il impact. fait pas bon d'être maire à Gotham, quoi. C'est, Oui, voilà, et du coup, ce sont des personnages qui n'ont pas vraiment de personnalité, puisqu'ils ont l'air complètement interchangeables et enfin, j'aimerais bien voir une frise chronologique des maires de Gotham pour essayer de me rendre compte combien il peut y en avoir, parce que, enfin, ça a vraiment l'air d'être une espèce de prétexte que chaque scénariste a le droit d'inventer, de tuer au cours de son aventure, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment
on ne peut pas, en tant que, c'est assez étrange parce que Gotham, c'est une ville qui est quand même une des villes qui les plus travaillées dans le comics et qu'on n'a pas du tout de constance politique et qu'on ne parvient pas à attacher d'importance à la manière dont la ville de Gotham est gérée. Finalement, le GCPD, le Gotham City Police Department, a l'air d'une institution beaucoup plus stable politiquement dans Gotham que la mairie. Ça peut être un peu frustrant. Donc là, c'est quand même plutôt chouette qu'on insiste à ce point sur un candidat à la mairie de Gotham qui devient effectivement maire à la fin de Gotham et dont on sent donc qu'il va avoir de plus en plus d'importance au cours des comics à venir. Donc pour une fois, on a un maire qui est peut-être appelé à durer, qui a une idéologie assez forte et c'est un peu un Harvey Dent qui est, comme tu le disais, qui réussit à être maire. Donc pourquoi pas? Au moins ça lance la piste de quelque chose, même si voilà, ça reste quand même une fin de série, Batman Detective 5, où on a le tout début de Nakano qui vient d'être élu à la mairie, le miroir dont je ne comprends pas trop ce qu'il devient. Enfin, comme tu dis, ça lance beaucoup de petites choses et j'ai l'impression qu'on conclut pas grand-chose quand même, alors Bah que c'est oui. peut-être une fin de série, donc c'est quand même extrêmement, extrêmement frustrant. Mais au moins, on a cette idée de Nakano et de revoir enfin un peu la population civile qui prend le pouvoir politique et qui essaie d'imposer un peu son idée de Gotham, donc ça peut donner quelque chose ensuite. On va voir. Enfin, en tout cas, Et ça crée quelque comment, chose d'explosif qui peut être pas mal. et comment aussi on devient maire? Moi, un des seuls trucs que j'ai aimé sur Batman Detective 5, c'est les différentes étapes pour accéder à la mairie, où tu vois comment lui, il travaille avec ses équipes, comment il le gère au niveau personnel et avec sa femme. Ça, c'était intéressant. Oui, tout à fait. Après, j'ai Mm. trouvé que c'était quand même fait un petit peu vite. Enfin, on a quand même l'impression Oui, qu'il oui, déclare qu'il complètement. est maire, que le lendemain, il fait une réunion de travail et que le surlendemain, c'est les élections et il est élu. Enfin, enfin, c'est un peu dommage. Je trouve qu'on aurait pu un peu plus insister sur sa campagne, ses idées, comment il se fait connaître, comment il passe par les médias. Enfin, ça aurait mérité un ou deux volumes enfin, un ou deux fascicules s'il est amené à devenir intéressant. Ça aurait enfin, là, la temporalité est tellement floue, tellement dilatée que ça donne l'impression que c'est un peu express comme élection et c'est un petit peu dommage sur un personnage qui est supposé être important. Mais effectivement, on montre un peu plus ce processus et comment un type qui ne sait pas au début s'il veut être candidat ou pas parce qu'il a peur d'être corrompu, etc., accepte finalement et passe par cette espèce de mini processus pour devenir maire. C'était assez chouette de voir ça. Et la deuxième qualité pour moi, c'est qu'on a un épisode qui est dessiné par Bilquis Evely, qui est une artiste qu'on voit trop peu, mais qui a vraiment une Oui. patte très fraîche et ça rassure. Enfin, j'en ai pas lu beaucoup du Bilquis Evely, mais chaque fois la voir, ça apporte un certain plaisir. Et comme on vient d'apprendre qu'elle travaillait avec Tom King sur une nouvelle série, ça donne vraiment. Enfin, ça inspire d'autant plus confiance dans ce qu'ils vont faire ensemble. Donc ça, c'est plutôt chouette sur Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc enfin voilà, ça encourage encore plus à aller voir ce qui va être fait plus tôt. Et elle se fait une très très bonne publicité en intervenant là-dedans parce qu'elle ajoute une originalité et une fraîcheur que n'a pas le récit. Et donc Ok, ça ajoute enfin un petit truc un peu piquant dans un volume qui en manque beaucoup et qui, pour le nombre de pages qui le constitue, est plus une perte de temps quand même qu'autre chose. d'accord. Alors en parlant de petits trucs piquants, Ou de j'ai perte de envie de temps. ou de perte de temps, si on enchaînait sur Batman Metal, cette fois, pas de Batman Death Metal, pas de Batman Metal tout court, mais de Batman Metal, le multivers noir, tome 2, paru chez Urban Comics. Siegfried, qu'en as-tu pensé? Alors, si vous avez écouté les podcasts précédents, vous vous souvenez peut-être que j'avais plutôt été emballé par le premier tome du Multivers Noir. Grosso Tout modo, à fait. j'avais surtout apprécié le fait que enfin, surtout l'édition d'Urban, tiens, parce qu'on reproche beaucoup de choses aux éditions d'Urban, qui font parfois du travail remarquable, parfois du travail un peu moins bon, et j'ai l'impression qu'on a quand même un peu tapé sur les décisions éditoriales d'Urban récemment. Et ce qui était vraiment bien avec avec ces deux albums du Multivers Noir, c'est qu'à chaque fois, ils avaient l'idée de prendre le récit, donc le nouveau récit sur le multivers, et de le combiner avec l'ancien récit que le nouveau récit est supposé détourner. Donc là, par exemple, on a un détournement version multivers noir de Silence, et donc on a quelques pages du Silence de Labellier. Donc ils font ça systématiquement, et donc ça permet de redécouvrir l'ancien récit et le détournement qui en est fait, ce qui est assez chouette, sachant que dans les fascicules états-uniens, on n'avait que le nouveau récit, ce qui impliquait de bien connaître quand même ses bases, et c'était pas toujours évident pour un nouveau public. Donc là, ça rend les volumes plus accessibles et ça permet de découvrir des récits qui sont souvent patrimoniaux, même si du coup c'était un peu au détriment aussi des nouveaux récits, puisque comme c'était le seul reproche que j'avais vraiment adressé au premier volume, c'est que finalement on se rendait souvent compte que les anciens récits patrimoniaux, même s'ils avaient parfois plusieurs quelques décennies, étaient souvent beaucoup plus impressionnants que les nouveaux récits qui étaient supposés en être le détournement sombre, et parfois étaient même plus sombres que leur détournement multivers noir.
Donc c'était un peu paradoxal et ça ne donnait pas forcément une très bonne image de la création contemporaine quand tout ce que ça soulignait, c'était à quel point ce qu'on faisait avant était mieux. Mais on avait ce côté patrimonial qui était vraiment intéressant, qui en faisait des bonnes anthologies pour appréhender l'histoire de l'univers DC Comics. Donc là, on a de nouveau ce côté-là qui est assez intéressant, même si ça donne lieu à des choses qui sont très étranges. Par exemple, donc c'est sur Batman Silence, le premier. Au début, j'étais vraiment pas convaincu, donc ça présente Batman le silencieux, comment Batman lui-même devient silence, plutôt qu'Elliot, là où Elliot devient une espèce de Bruce Wayne qui devient une espèce de présence autoritaire dans Gotham avec l'aide des hiboux dirigés par Grayson, qui représente le président en marche, donc Lincoln March, et avec l'aide de sa compagne Talia al Ghul et de la Ligue des Assassins. Donc on a quand même une espèce de création d'univers qui est étonnamment dense pour ce qui est juste un détournement, et ça m'a vraiment fait très plaisir. On n'a pas juste un petit détournement comme on pouvait en avoir dans le volume précédent où c'est juste, tiens, regardez à quel point ça devient dark. Mais cette première histoire, c'est vraiment de constituer un univers qu'on pourrait presque avoir plaisir à retrouver par la suite, tellement il y a de petites choses. On est pratiquement dans un F1, par exemple. Enfin, dans une volonté de vrai récit qui mélange vraiment beaucoup de choses pour constituer une certaine densité. Qui a juste un défaut, c'est que c'est vraiment pas très bien dessiné. Que c'est un récit du multivers noir qui est trop rapide alors que ça aurait pu mériter un vrai volume à la manière des F1 par exemple. Du coup, la densité n'est pas parfaitement exploitée, mais c'est un récit assez chouette. Et surtout, le gros défaut en l'occurrence, c'est que, donc comme je le disais, à chaque fois, c'est accompagné des planches que c'est supposé. Donc évidemment, on n'a pas tout Batman Silence, mais on a un numéro qui est le Batman 608. Et le Batman 608, ça n'a rien à voir avec Silence. Et là, j'ai juste pas compris. C'est le numéro, donc c'est bien dans le volume Silence, ça fait bien partie de l'histoire de l'Abbaye, mais c'est le volume qui est consacré à la recherche de la mallette d'argent, si vous vous souvenez un peu de Silence. C'est juste tout un fascicule où plusieurs personnages font une course-poursuite. Donc on a Killer Croc, on a Catwoman, on a Ivy, on a Batman, pour récupérer une mallette qui évidemment est liée au grand complot de Silence, mais on ne voit pas Silence une seule fois. Et c'est un récit qui est présenté absolument sans aucun contexte. Donc tout ce qu'on a, c'est qu'on lit un récit détournant de Silence, et tout à coup, on a une histoire sur Batman qui traque des super vilains qui ont une mallette. Et on nous dit que ça vient de Silence, d'accord, on veut bien le croire, mais il n'y a absolument aucun rapport avec. On parle même jamais de la mallette dans le récit du multivers noir. Donc ça n'a vraiment aucun sens de citer ce fascicule-là. Donc pour le coup, j'ai vraiment pas du tout compris pourquoi ils ont fait une chose pareille. Ça me dépasse juste complètement. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit de mettre un fascicule plus notable de Silence, mais dans ce cas-là, il valait clairement mieux ne rien mettre que de mettre un truc qui n'a à ce point rien à voir avec le Schmilblick. Donc c'est vraiment très curieux. Donc après ça, on a un détournement de Flashpoint qui insiste plutôt sur Town, donc le grand méchant, le super vilain de Flashpoint, l'ennemi de Barry. Donc c'est pareil, ça a des points plutôt intéressants. C'est au moment où Barry arrive dans l'univers de Flashpoint en ayant perdu ses pouvoirs et donc se met sur une espèce de chaise électrique pour capter la foudre et les récupérer. Donc il subit beaucoup de souffrances, il se torture un petit peu pour récupérer ses pouvoirs. Et dans ce détournement-là, on imagine qu'il est foudroyé et il meurt. Donc plutôt intéressant comme détournement. Et c'est Tom qui arrive et qui se rend compte que dans l'univers du Flashpoint et qui fait les découvertes que Flash faisait dans Flashpoint à l'origine, mais avec son esprit de super vilain qui va essayer de conquérir le monde. C'est un peu celui-là qui est plutôt intéressant, qui donne lieu à quelques jolies choses, même si ça ne ressemble jamais à une vraie histoire créant un vrai multivers noir. Et en ça, ces fascicules sont un peu intéressants. J'ai cru comprendre qu'en fait, DC Comics avait commandé une première salve de récits sur multivers noir qui avait donc constitué le premier volume publié chez Urban, puis en voyant le succès de ça, avait ensuite commandé une seconde salve de récits. Et cette seconde salve de récits, qui est donc publiée dans le multivers noir 2, en fait, ressemble assez peu à des multivers noirs. On retrouve beaucoup moins cette idée que on avait des récits, on avait des intrigues plutôt positives dans le vrai monde qui deviennent un multivers noir et donnent lieu à des Batman noirs, des Batman métal, etc. Dans les récits détournés. Globalement, c'est juste des réinventions des anciennes histoires, mais qui n'ont pas grand-chose en commun avec avec le postulat qui est supposé être celui du multivers noir. C'est plus une espèce d'anthologie de récits de détournement, donc c'est un peu étrange. Enfin, moi, ça m'a m'a un peu perdu. un peu perdu le concept de base, quoi. Oui, à part qu'on a toujours le Tempus Fuginote qui donc introduit chacun de ces récits, on a vraiment perdu le postulat de base qui faisait un peu l'un des intérêts du truc, donc ce qui n'était pas un très grand intérêt non plus, mais enfin, avoir des détournements qui à chaque fois créent un multivers noir, c'était plutôt intéressant. Et là, franchement, on ressent pas vraiment cette spécificité-là, ce qui m'a paru assez étrange. Le troisième récit, c'est
c'est donc sur Crisis, parce qu'évidemment, il fallait qu'on ait Crisis on Infinite Earth, parce que c'est un des événements pivots de l'histoire d'ici Comics, et il fallait en avoir Multivers Noir, même si c'est finalement un récit qui est déjà assez sombre à la base, pour qu'on se demande comment on peut le détourner d'une façon assez sombre. Et de façon très originale, je vous rappelle que dans Crisis on Infinite Earth, Terre 2 avait été effacée, donc les héros de Terre 2 se retrouvent sur Terre 1 pour combattre avec les héros de Terre 1. Et là, c'est l'inverse, c'est Terre 1 qui a été effacée. Donc la Justice League est morte, et les héros, cette fois, ce sont vraiment uniquement les héros de la Société de Justice. Donc les héros un peu old school de Terre 2. Donc ça ajoute quelque chose de vraiment intéressant. Le problème étant que, au lieu d'affronter l'Anti-Monitor, ils affrontent Surtur. Surtur, qui est une espèce de divinité apocalyptique scandinave, et qui veut détruire le monde. Et du coup, tout ce fascicule, c'est juste un combat de la société de justice contre cette espèce de giga menace qui s'appelle Surtur, et qui devient assez vite un pastiche de Galactus et le surfeur d'argent. Et clairement, enfin, la référence est complètement explicite à la fin, ce qui interroge en termes de droit, et surtout ne remplit pas du tout le postulat de base, puisqu'enfin on s'attend à un détournement un peu plus direct de Crisis, et que finalement on oublie complètement la Crisis Infinite Earth pour raconter ce récit avec Surtur, qui est assez basique. Enfin, c'est vraiment, tiens, tous les super-héros s'allient, allient leur pouvoir contre un gros méchant, il y en a certains qui meurent, il y en a certains qui vivent, et finissent par s'en sortir. Donc c'est vraiment une espèce de gros combat bourrin assez long, qui a quelques jolies pages pour mettre en avant les héros de la Société de Justice, qui donc sont assez peu connus du grand public aujourd'hui, puisque c'est tous les héros old school de Terre 2, donc ça, au moins ça a cet intérêt-là. Mais en tant que respect du postulat de base, c'est assez étonnant. Au moins, cette fois, on a vraiment la conclusion de Crisis on Infinite Earth, donc le récit originel. On a une conclusion qui est vraiment très longue. On a quelques dizaines de pages, et donc on a vraiment toute la dernière partie de cet événement assez épique, qui était vraiment un des grands comics DC Comics des années 80, et qui s'est encore vraiment très très bien aujourd'hui. Donc là, ça fait plaisir de le retrouver, mais le détournement n'est vraiment pas du tout convaincant. On a ensuite je crois que c'est pour finir le dernier, du Wonder Woman, sur le moment où Hecat essaye de prendre possession de Wonder Woman, et donc affronte la Justice League. C'est un récit qui est moyennement intéressant, mais qui détourne pour le coup un récit qui est aussi moyennement intéressant dans Wonder Woman. On sent qu'il se disait vraiment, Ça reste cohérent. Pardon? Ça reste cohérent. Moyennement intéressant, sera moyennement intéressant. Oui, tout à fait, oui. Pour le coup, c'est vraiment au niveau du récit original. Donc, on sent qu'ils se sont dit, bon, on a quand même détourné beaucoup d'événements avec des super-héros masculins, avec la Trinité, avec la Justice League. Ce serait peut-être bien qu'on mette en avant Wonder Woman, qui a quand même connu quelques récits assez forts, même si peut-être moins notables pour le grand public, qui lit beaucoup moins de Wonder Woman que de Batman ou même de Superman. Donc, ils ont essayé de prendre ce récit-là. Et bon, ça, c'est un détournement qui est un peu qui se lit correctement, mais c'est pas. Voilà, ils ont pris un récit qui est vraiment daté. Pour le coup, c'est toujours Wolfman et Perez qui avaient fait le récit original, mais c'était vraiment très très daté, contrairement à Crisis on Infinite Earth, qui reste vraiment très moderne. Et donc c'est un récit sur E4 qui prend le dessus sur Wonder Woman et qui soumet le monde. Bon, bah. Au moins, le seul avantage, c'est que pour le coup, c'est un vrai récit du multivers noir. Donc c'est vraiment on prend vraiment une histoire qui a connu une résolution dans la continuité classique, et qui là devient multivers noir dans cette continuité alternative. Donc ça, pour le coup, ça respecte le postulat de base, mais ça crée pas un récit très intéressant. Donc est-ce qu'il faut se plaindre que ça respecte pas le postulat de base, ou est-ce qu'il faut se plaindre que les histoires sont pas intéressantes? Là, chaque récit tente un peu son truc, mais à chaque fois, c'est pas très bon, donc c'est un peu dommage. Et ah oui, on avait un dernier récit qui, pour le coup, boucle la boucle. Et donc c'est assez intriguant, c'est sur Death Metal. Donc on a le détournement multivers noir de Death Metal, donc avec scénarisé par Scott Snyder, toujours. Donc c'est Snyder qui fait du sur-Snyder en pastichant Snyder dans un style de Snyder, l'univers de Snyder. Enfin, du coup, c'est complètement excessif, et c'est du pur n'importe quoi. Duke Thomas, tout à coup, obtient des pouvoirs et voyage à travers les mondes jusqu'à arriver sur une nouvelle terre où il va combattre un Barbatos Batman sur un monde complètement ravagé, avec l'aide de Dick Grayson, qui est devenu un héros de Terre Métal et qui combat avec une espèce de super guitare qui envoie, c'est une espèce de gadget qui envoie des ondes, je sais pas trop quoi, mais enfin c'est c'est vraiment Snyder qui s'amuse. Et c'était étonnant parce qu'évidemment donc ça détourne les métals. Je vous rappelle que les métals, les tout premiers numéros des métals étaient quand même, enfin ça c'est du Snyder, donc ça restait un peu foutraque, mais ça essayait quand même de créer un univers relativement cohérent, relativement logique, avec une intrigue un peu plus sérieuse, qui essayait vraiment de créer des enjeux. Enfin, il y avait une idée de volonté de créer une histoire qui était assez intéressante, et c'est comme si Snyder se disait,
franchement, j'étais trop sage quand j'écrivais Metal. Donc, je vais reprendre ce récit, je vais raser complètement le récit de Metal, donc on n'est même plus dans la réécriture, et je vais le remplacer par quelque chose de complètement délirant, avec d'anciens super-héros qui sont devenus des méga dinosaures et des méga démons et qui sont vaincus à la guitare électrique par un Dick Grayson métalleux. Enfin, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Donc, on n'est même plus dans le détournement du monde normal au multivers noir. C'est juste une couche de délire ajoutée à une couche de délire. C'est C'est vraiment c'est un truc de vraiment. délire, quoi. Ouais, mais C'est vraiment- quitte à faire dans le délire, bah, autant lire les death metal de Snyder, parce qu'au moins ça essaie de raconter une histoire. Là, c'est ce que je dis, c'est vraiment Snyder qui se dit oh, j'étais trop sage, je vais m'amuser à faire n'importe quoi, et bon, bah, c'est n'importe quoi. D'accord, super. En fait, c'est un peu ma frustration avec ce volume, c'est que j'aurais préféré avoir des vrais détournements, des récits qui sont supposés être détournés, comme on l'avait dans le premier volume, où on avait vraiment exactement la même histoire, mais avec un petit twist qui faisait que ça sombrait dans le multivers noir. Et du coup, on pouvait vraiment apprécier l'écart entre le texte original et le texte détourné, qui faisait que ça pouvait être assez intéressant en termes de réécriture, pas toujours très bon, mais au moins il y avait ce côté stimulant on sentait vraiment le scénariste qui essayait de s'emparer de ce qui avait été fait précédemment et de le remettre à une autre sauce. Alors que dans ce volume-là, on a souvent l'impression qu'ils prennent un vague truc de l'idée de départ, ils le gomment complètement, et ils écrivent quelque chose de totalement nouveau qui n'a absolument rien à voir ni avec le multivers noir, ni avec le récit original, et qui est en plus pas très bon. Du coup, on n'a ni le postulat, ni un récit de qualité. Et enfin, c'est un peu dommage parce que ça remplit pas vraiment la promesse à laquelle on espérait que ça répondrait en achetant un volume qui s'appelait Multivers Noir 2. Donc, bon, au moins globalement, les aventures modernes, cette fois, sont un peu meilleures ou de niveau équivalent aux récits originaux. Donc ça change du premier volume. Mais c'est pas le premier volume restait, à mon avis, beaucoup plus intéressant d'un point de vue patrimonial. Et là, clairement, ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, c'est ce détournement de silence, qui pour le coup crée vraiment un univers assez dense, assez intéressant, assez intriguant. Donc lisez au moins ça, mais je suis pas sûr que le reste mérite vraiment le coup d'œil, aussi stimulant que ça puisse être, parce que quand on nous promet un détournement multivers noir de death metal, ça intrigue, de Crisis on Infinite Earth, on se dit ah oui, forcément il fallait qu'ils en passent par là, donc peut-être que ça va être intéressant, peut-être qu'ils vont faire des efforts. Donc ça, il y a plein de choses qui posent question, mais qui en fait sont vraiment pas très bien exploitées. Donc c'est un peu dommage. Donc le silence est une bonne surprise. Le reste, je conseillerais plutôt de passer son tour, même si vous avez aimé le premier comme c'était bon. D'accord. Bon, je pose pas la question à Alexandra parce que je sais qu'Alexandra a totalement lâché l'univers Batman Metal. Ouais, puis en plus, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de lâcher. En vrai. Ouais, non, mais c'est vrai Non, que non, mais bon, après, on en parlera peut-être plus en profondeur dans un autre podcast, mais c'est vrai que l'univers Batman Metal devient assez imposant, un peu lourd et redondant, et je ne sais pas trop quel objectif non, peut mais encore lui je trouve accoler, mais que à un moment donné, il a bien résumé Siegfried dans l'idée que ceux on pourrait conseiller, en même temps ceux qui ont le mieux marché en termes de vente et qui étaient quand même sympas, c'était la trilogie de base, Batman, Batman c'était Metal. comment? Oui, Batman Batman Metal. Metal, c'est Mmh. ça. Où il est commencé quelque chose, de sympa, même si c'est pas, révolutionnaire, l'idée de l'univers était là et au moins il y avait un univers posé. Là, maintenant, sous couvert de Batman, death metal ou métal ou je ne sais quoi, avec métal, on te dit, «Viens dans le dark et le avec moi», alors que c'est même pas vrai. Donc c'est dommage. OK, est-ce que je vous pose la question d'un petit avis sur ne serait-ce que la cover spéciale, Ghost de Batman Death Metal 2? Bah, il faut écouter Ghost après, faut pas peut-être pas acheter ça. Bah, Que dire? en fait, je pense qu'Alexandra et moi, on répondrait exactement la même chose que ce qu'on a déjà dit dans le podcast précédent, Mmh. donc il y a pas forcément Voilà, donc on était pas forcément d'accord, mais on avait déjà eu exactement enfin, on avait déjà eu un débat sur l'intérêt de oui, publier bien sûr. ces Mmh. co-alternatives, donc Complètement, ouais. revenez plutôt, on avait peut-être parlé pendant 15 minutes, donc on avait fait Ouais, un morceau assez conséquent, donc si vous êtes curieux de cette réédition avec ces couvertures métalleuses, allez plutôt écouter le débat la Bad dans Reviews le podcast numéro 13. précédent. Mmh. Au moins, ça peut Mmh. être un prétexte pour découvrir, Ghost, qui est quand même un chouette groupe de heavy metal suédois. Pour le coup, la couverture est très jolie, contrairement, je trouve, à la couverture de précédente qui était quand même Je suis d'accord. assez moyenne. Et je vais quand même Je suis donner un complètement exemple, d'accord. parce on avait dit que finalement le rapport avec Batman était entre Batman et les groupes de métal était vraiment ténu. Et ce qui était vraiment dommage, c'est qu'à la fin, on avait une interview du chanteur du groupe,
donc au sujet dont le but était de faire le lien quand même entre Metal pour justifier pourquoi est-ce qu'on parlait de ce groupe dans un numéro de Batman Metal alors qu'effectivement déjà Batman Metal ça a finalement pas grand chose à voir avec le métal en tant que musique et pourquoi est-ce qu'on faisait appel à ces groupes-là sur Batman. Donc à chaque fois on pose au groupe quelques questions qui pourraient être intéressantes mais qui sont en fait pas du tout et notamment que se passerait-il si votre groupe rencontrait Batman. Donc pourquoi pas, au moins c'est la seule tentative de créer du lien entre la couverture et le contenu. Donc ça pourrait donner lieu à quelque chose. Donc là, je vais quand même vous lire uniquement cette réponse-là. Et Ghost dit, je pense que Ghost demanderait à Batman où il a eu son costume et comment il s'en sort avec les filles. Et c'est tout. D'accord. Et c'est C'est une approche. Et c'est absolument tout. Tout le reste du texte, c'est juste Ghost qui parle d'eux, qui font leur pub. Après quoi, il y a une longue page de biographie, de présentation de Ghost. Et le lien avec Batman, c'est vraiment tout. Au début, franchement, je m'attendais à ce qu'au moins on fasse lire les Batman Metal au groupe et qu'on leur demande, tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez préféré dans ces numéros. Au moins, ça aurait pu apporter un petit regard intéressant. Là, on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont jamais lu de comics Batman de leur vie et qui, du coup, doivent lancer une banalité en littéralement une ligne et demie parce qu'ils n'ont rien à dire de plus. Et on a d'autant plus l'impression que l'opération marketing est complètement artificielle et qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux, puisque même ces personnages-là n'ont pas l'air de savoir à quoi ils servent de couverture. C'est vraiment assez dingue comme opération et un peu triste, mais au moins cette fois la couverture est jolie. Ok, ok, donc voilà, profitez de la jolie couverture de Batman Death Metal 2, édition spéciale Ghost donc. Et puis, puisqu'on parlait de jolie couverture, pourquoi ne pas évoquer Batman Arkham Poison Ivy, le nouveau Batman Arkham, la collection de Batman Arkham, édité chez Urban Comics, avec donc cette fois un petit concentré de Poison Ivy. Et Alexandra, je sais que tu l'as lu, puisque tu en as fait la review sur le site. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'était trop bien! Il faut C'est absolument trop bien! vous procurer cette BD. Du coup, on est sur le 2e tome de la collection Batman Arkham. Donc le premier, c'était sur Double Face. Il était déjà très intéressant avec des récits qui permettaient vraiment de mieux comprendre qui était Double Face. Et là, je pense qu'on monte d'un level. Alors, je sais pas si ce sera crescendo, parce que évidemment, ça dépend du personnage. Je pense que là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend pas compte à quel point on connaît peu Poison Ivy. Moi-même, je sais pas si je peux dire que je suis fan de Poison Ivy. En tout cas, j'aime beaucoup l'identité de ce personnage et ce qu'on peut en tirer, parce qu'elle est extrêmement au bord de la ligne entre être une méchante, et c'est ce qu'elle est, c'est une méchante dans l'univers de Gotham, et y avoir quand même des bons côtés. Le fond qu'elle a, l'aspect écologie, au final, c'est pas mauvais. Après, c'est comment elle le transmet et comment elle transforme ça, et comment elle le développe. Mais déjà, voilà, je me suis rendu compte que je la connaissais pas du tout, parce que aussi, il y a peu de récits sur elle. Alors sur cette anthologie, du coup, on revient sur ses origines. On a vraiment sa première apparition dans le Batman 181. Moi, ce qui m'a, comment dire, tout de suite choquée sur les premiers numéros, c'est que oui, c'est une vilaine dans l'univers de Gotham, car elle tue. Ouh, la vilaine. C'est ça. Elle n'est pas du tout entre les deux. On a de la violence directe, et elle l'affirme que c'est une chose, parce qu'elle veut arriver à ses fins. Ça, c'était très intéressant. Franchement, on a énormément de bons récits. À un moment donné, je vais m'attarder sur un qui m'a vraiment marqué, mais on a cet aspect-là de tueuse. On a cet aspect un peu développement du personnage via son costume. On se rend compte que le tout premier costume qu'elle a est très différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, j'ai eu Elle est l'impression habillée un au petit début, peu, oui. elle est bien habillée, oui, oui. Enfin, je veux dire, Tu voudrais dire qu'elle a mais même, perdu des vêtements en route? Ah ouais, oui. bah oui, complètement, Ouais. ouais, bah oui. Mais même, je trouve que c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, on la considère un peu comme humaine. Donc là, dans les tout premiers récits, elle a une tenue verte, mais on voit que sa peau est blanche. Puis, dans certains récits, sa peau est verte, donc on la rend un peu plus mystique, on la rend un peu plus plante. Pour moi, c'est très important, pas seulement au niveau visuel, mais au niveau mental, de dire qu'est-ce que Poison Ivy à travers ça. Et puis même sur le tout premier récit de Batman 181, elle a une sorte de tiare en feuilles sur les cheveux. J'avais l'impression que c'était très grec, ça faisait très
la déesse Aphrodite, et c'est un peu le cas parce que ça développe beaucoup aussi l'idée que son point fort, c'est le baiser, que ses lèvres portent le poison, et en fait, c'est une chose que je ne savais pas vraiment. Enfin, elle-même est un poison, et c'est très intéressant parce qu'elle le dit beaucoup. Pourquoi je suis Poison Ivy? Je suis Poison Ivy, en fait, je suis plus Pamela Isley, je suis un poisson en moi-même, et je ne fais que développer ça. Enfin, ça peut paraître anodin, mais je trouve ça fou quand on le lit. Alors le récit que j'adore, c'est le récit de 2004 d'Anne Nocenti, donc ça s'appelle L'ombre d'un doute. C'est magnifique. Déjà le dessin, il est somptueux, c'est vraiment trop beau. Et le récit est très beau parce qu'on est sur une Poison Ivy, comment dire, très mitigée entre le bien et le mal, et l'aspect écologique est encore plus développé parce que c'est ce qu'elle aime en fait. C'est vraiment le bien-être de la nature avant le bien-être de l'humain. Et un des choses que vous verrez beaucoup aussi dans toute l'anthologie, bah, finalement, on voit beaucoup Batman. Et leur lien est assez ambigu. Alors on sait que Poison Ivy a un pouvoir assez fort sur l'homme, où finalement, elle peut très bien, le manipuler à sa guise, grâce au baiser. C'est ce qu'elle fait avec Batman, mais j'ai quand même l'impression par moments que Batman a des sentiments pour elle qui dépassent, le simple enchantement, et la preuve avec ce récit-là, c'est sur, ce récit L'ombre d'un doute. Voilà, je vous dis pas tout ce qu'il en ressort, mais à la fin, elle le retourne en prison, et Batman lui prépare une salle dans cette prison où elle va pouvoir avoir de la lumière, des plantes, et bah, qu'elle soit dans un environnement qui lui plaît. Et j'ai trouvé ça génial, et c'est, enfin, rare que Batman a une relation comme ça avec un des méchants, et qui est très bien exploitée. Je suis assez contente qu'on n'ait pas eu beaucoup d'Harley Quinn, parce que c'est ce qu'on a déjà dans d'autres récits où Poison Ivy est complètement tout le temps rattachée à Harley. Là, le fait de la voir seule, de la voir avec Batman, de la voir pas forcément en Poison Ivy, mais aussi en Pamela Isley, parce qu'on a énormément l'aspect scientifique, où elle fait ses recherches au niveau de la biologie et de l'environnement. Donc voilà, j'en dis pas plus. Moi, je trouve ça génial, et pour ceux qui la connaissent pas ou qui la connaissent, c'est un must-have pour moi. OK, j'ai cru comprendre que Siegfried, tu étais aussi, d'un avis très positif sur ce récit. Très Sur positif, cet mais un peu ouvrage, pardon. Un peu plus mitigé peut-être quand même, donc moi comme, Alexandra, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier volume qui pour le coup est donc sur, Harvey Dent qui était vraiment un indispensable et qui du coup surtout contrasté avec les Batman Mythology, donc l'autre anthologie publiée parallèlement par Urban et qui était vraiment beaucoup moins convaincant. Là, on a vraiment des volumes qui sont beaucoup plus satisfaisants, beaucoup plus complets, dont les récits sont beaucoup plus judicieux. Et on retrouve un peu ça avec, Poison Ivy qui est vraiment très complet. On a bien la première apparition de Poison Ivy et ensuite on a vraiment une sélection, une anthologie de certains des meilleurs récits sur Poison Ivy. Donc il y a une sélection qui est vraiment très bien faite avec des récits qui sont assez forts. Et j'étais particulièrement intrigué parce que Poison Ivy, c'est un super-héros dont on sent souvent le potentiel quand on la voit. Enfin, je pense qu'on est beaucoup, d'entre nous avions vraiment découvert à quel point elle était chouette dans le dessin animé de 92, où, elle avait vraiment une Par présence exemple. qui était assez forte, mais finalement, il y a relativement peu d'aventures où elle est, mise en avant de façon vraiment très intéressante. On parlera même pas du film du film de Joel Schumacher avec Ivy où elle est un petit peu grotesque. Mais le problème, c'est que les quelques remises dans lesquelles on la voit, la font souvent tourner autour des mêmes choses. Elle drague Ouais. des gens avec son saumon, avec son poison et elle essaye en contrôlant bon, elle n'aime pas les hommes, du coup, elle en tue le maximum et elle n'aime pas le fait que les hommes attaquent les plantes, du coup, elle utilise les plantes pour tuer le plus de gens possible et c'est un peu tout et on a quand même plein de récits qui racontent tout le temps la même chose et du coup, j'étais assez curieux de voir comment Urban parviendrait à mettre en avant le personnage pour montrer qu'elle est capable de faire beaucoup plus que le peu auquel on la limite habituellement. Donc j'étais particulièrement curieux de ce volume et en fait, bah, ça raconte quand même souvent ça. C'est Ça finalement tout enfin ça conforte plutôt l'image que j'avais déjà du personnage d'Ivy en racontant tout le temps la même histoire de, Ivy séduit des hommes et elle séduit Batman, elle utilise son poison, elle utilise ses plantes pour tuer des hommes et elle finit vaincue par Batman et c'est tout le temps le même récit qui figure plusieurs fois réécrit à travers les époques, à travers les dessinateurs, à travers les scénaristes dans cet album. Ce qui finalement ne convainc pas tout à fait qu'elle puisse être une super méchante tellement pertinente à notre époque parce que, on a l'impression qu'il y a pas grand chose à raconter d'elle, qu'elle peut être une très bonne super vilaine de seconde zone, mais qu'elle n'a pas qu'elle
ne pourra pas parvenir à vraiment trouver sa place en première zone parce elle n'a pas grand-chose, elle n'a pas beaucoup de récits originaux à porter. Qui n'empêche pas que tous les récits qui la font tourner autour du même carcan sont souvent vraiment excellents. Et après, donc, on a le premier numéro qui est quand même relativement moyen, où elle apparaît en 66. On a immédiatement un remarquable récit de Neil Gaiman, donc Neil Gaiman, rien que ça, qui réinvente complètement les origines de Poison Ivy de façon assez astucieuse d'ailleurs, elle est interrogée par un agent et elle lui dit que toute l'ancienne origin story, c'était en fait juste des mensonges qu'elle avait proférés. Elle est elle-même étonnée que les gens l'aient cru. Et du coup, elle est supposée raconter cette fois sa vraie histoire. Et c'est un prétexte, évidemment, pour faire une espèce de soft reboot du personnage. Et c'est superbement dessiné par Buckingham. C'est souvent Neil Gaiman lui-même qui fait les découpages. Du coup, il y a un découpage qui est avec un dessin un peu old school le découpage est vraiment très moderne et raconte de façon très très efficace, très moderne, toute l'intelligence du personnage d'Ivy et toute l'intelligence des récits qu'elle peut porter. Et ça, c'est particulièrement sublimé dans le numéro suivant de 93, Effet de serre, qui était mon récit préféré de ce volume, par John Francis Moore et surtout dessiné par Craig Russell, qui est un dessinateur qui est absolument fabuleux. Et le récit est vraiment, d'un point de vue graphique, est absolument magnifique. Et rien que pour ces 2-3 récits qui sont vraiment bons, je conseillerais d'acheter le volume parce que bon, les récits scénaristiquement sont vraiment forts et ils sont dessinés d'une façon vraiment sublime. Avec cette intrigue-là, elle est relativement classique, mais elle montre tellement bien l'influence vénéneuse qu'Ivy peut avoir sur son entourage et toute la complexité du personnage, qui, comme le disait très bien Alexandra, est quand même une super vilaine. Ça, c'est clair et net. Mais c'est aussi une super vilaine qui essaye de vivre en tant que personnage féminin, en tant que personnage un peu monstrueux, en tant que personnage avec des convictions. Et il y a un désir Complètement. d'épanouissement vraiment très très fort de la part du personnage et qu'on voit vraiment très rarement de la part de super vilains. Donc on voit beaucoup ça avec Harley aujourd'hui, mais c'est pas toujours très bien géré. Et là, il y a vraiment une espèce de féminisme très puissant dans ce personnage-là, puisqu'on a très peu de ces super vilains qui veulent à ce point exister dans un monde qui veut les empêcher d'exister. Et comme ce sont des récits qui, les plus intéressants, datent des années 80, début des années 90, ça précède un peu la vague féministe qui est exploitée parfois un peu opportunément par les éditeurs de comics contemporains pour un personnage qui est vraiment exploité dans toute sa complexité et dont on n'essaie jamais de gommer le fait qu'elle est une super vilaine, tout en parvenant à créer pas mal d'empathie. Et d'ailleurs, on voit assez souvent Batman avoir pitié d'elle, donc il l'affronte quand même avec le peu de pitié qu'on lui connaît, parce que bon, il doit quand même la vaincre, elle est quand même extrêmement dangereuse. Mais souvent, il lui fait des petits cadeaux, il pense à elle. À un moment, il finit par l'enfermer dans une suite de luxe d'Arkham où elle peut avoir du soleil et des plantes parce qu'il comprend quand même à quelle souffrance elle est confrontée. Elle ne peut pas être mise en liberté parce qu'elle est dangereuse, mais il comprend à quel point elle souffre intérieurement et à quel point elle a besoin de ce petit bonheur. Donc il y a vraiment des choses qui sont très jolies sur ce personnage. Ensuite, on a un excellent récit d'Alan Grant. Bon, Alan Grant, c'est un des plus grands dessinateurs, un des plus grands scénaristes de comics, donc forcément qui est le premier récit d'anthologie dans lequel on montre Poison Ivy dans toute sa sensualité. Donc ça, c'est un aspect qui va souvent être exploité par la suite et souvent surexploité. Là, enfin, franchement, ça me saoule assez souvent. La Poison Ivy qui est en petite tenue et qui essaie juste de montrer ses fesses au lecteur, aux hormones du lecteur, c'est souvent vraiment bas et pas très intéressant. D'ailleurs, on a un récit par la suite dessiné par Guillaume March qui est fabuleusement bien dessiné, mais qui hypersexualise vraiment beaucoup trop Ivy. On a beaucoup de ces récits vraiment très Après, moyens. c'est vrai que Dans... Guillaume March est assez coutumier du fait. Oui, voilà, il fait partie, comme Clément, des dessinateurs qui sont vraiment, vraiment excellents, qui ont vraiment du talent, mais qui ont cette tendance assez perturbante à sursexualiser les personnages, ce qui peut être, ce qui est dommage, parce que moi, ça m'empêche un peu d'apprécier pleinement le dessin, parce qu'on sent qu'il y a cette tendance un peu hormonale qui me dérange un petit peu. Et là, ce qui est fort avec ce récit d'Alan Grant, c'est que la sensualité, elle passe pas forcément par une hypersexualisation du personnage, mais enfin, on sous-entend presque que Bruce Wayne a une érection en pensant à Poison Ivy. Enfin, il prend une douche dans la Batcave en racontant à Alfred à quel point Ivy est comme une femme formidable et Alfred tourne la température de la douche sur froid. Et on voit Bruce Wayne mettre les mains, grosso modo, sur son sexe, complètement congelé. Enfin, c'est vraiment assez hilarant comme manière de montrer ces espèces de relations à la fois entre Batman et Alfred, évidemment entre Batman et Ivy. Donc, il y a ces petites touches d'humour qui sont assez audacieuses, enfin vraiment inattendues dans un comics, et des moments où Ivy se rapproche de Batman dans des dessins qui sont vraiment d'une sensualité assez extrême. Enfin, on sent vraiment le désir d'Ivy pour Batman et le désir qu'elle suscite chez Batman, plus ou moins envoûté, comme disait Alexandra. Il est clairement envoûté, mais il y a des fois où c'est quand même relativement ambigu. Et j'ai rarement vu, en fait, dans des comics mainstream,
une aussi belle expression dans le dessin du désir entre deux personnages. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de rafraîchissant et de vraiment chouette. Malheureusement, c'est ensuite suivi par beaucoup de récits assez mineurs, comme celui de Paul Dini, qui est le seul récit où Harley Quinn apparaît. Et donc Harley Quinn et Poison Ivy sont dans l'asile d'Arkham, et Poison Ivy avoue enfin, Harley Quinn demande à Poison Ivy si elle est parfois en manque d'hommes. Enfin, il y a un sous-texte, même pas un sous-texte, un surtexte sexuel qui est très clair, un peu bizarre. Et Ivy lui dit non, je suis pas en manque d'hommes parce que j'ai tous les hommes que je veux. D'ailleurs, je vais te le prouver, je vais embrasser tous les hommes d'Arkham, les gardiens comme les prisonniers. Et donc toute l'intrigue, c'est elle va embrasser tout le monde. D'accord. Bon, est-ce que vraiment c'était. C'est vrai que Enfin, c'est pas forcément plus intéressant, mais bon. bon, on est en 2021, peut-être qu'on peut éviter un récit de ce genre-là. Enfin, c'est quand même, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Donc certes, c'est joli parce que c'est du Paul Dinier, mais enfin quand même, c'est pas traité avec beaucoup de finesse. Bon, ouais, bon. Par contre, on a juste après un très mignon récit sur Tim Drake, qui est, et en fait, c'est très intéressant parce que c'est peut-être le récit dans lequel Poison Ivy est la plus secondaire. C'est vraiment juste Batman et Tim Drake qui affrontent Poison Ivy, et Poison Ivy qui essaie de les séduire, et de les séduire un peu tous les deux, mais elle est secondaire et elle ne sert qu'à interroger la relation entre Tim Drake et Batman et le complexe d'infériorité qu'a Tim Drake par rapport à Batman. Et finalement, ça rappelle que les super vilains, les bons super vilains, ce sont aussi ceux qui savent être mineurs, qui savent être secondaires pour interroger les rapports entre les personnages principaux, qui savent ne pas toujours être au premier plan. Et ça, c'est ce qui manque un peu au scénariste sur le Joker, par exemple, parce qu'à chaque fois qu'un scénariste prend le Joker, il faut qu'il en fasse le super vilain majeur, et que finalement on raconte tout le temps la même histoire, qui fait que le Joker devient souvent un peu saoulant. Et dans une anthologie où Poison Ivy est toujours toujours la grande méchante, évidemment, la voir un peu reléguée au second plan, juste prétexte à interroger la relation entre Tim Drake et Bruce Wayne, c'est à la fois très mignon et très judicieux, parce que ça montre qu'en tant que bonne super-vilaine, elle peut aussi juste interroger les autres super-héros sur leur relation. Enfin, elle peut faire rejaillir autre chose que juste les mêmes caractéristiques toujours de super-vilaine qui veut détruire, qui veut mettre des plantes partout. Donc c'était vraiment, c'est pas un grand récit, mais c'est le genre de récit mignon, mineur, que j'aime vraiment beaucoup lire et que j'espère découvrir dans ce genre d'anthologie. Donc là, c'était vraiment le genre de découverte qui était assez agréable. J'étais surpris que Alexandra ne mentionne pas qu'il y a un petit récit dessiné par Stjepan Sejic, qui est pourtant Ah oui, C'est petit parce mais qu'elle rédacteur. voulait pas prononcer son nom. c'est ça. Non, mais en plus, c'est ça, c'est au Comics Corner avec Jimmy, c'est notre jeu, on se passe le relais quand on doit parler d'auteurs qu'on a du mal à prononcer. Après, j'en parle dans la review, Oui, oui, mais oui, j'avais vu, mais bon, c'était magnifique de pour le voir coup, son dessin. voilà, pour le coup, je trouve qu'il dessine pas particulièrement bien cet opus-là. Enfin, c'est un dessinateur qui est très talentueux, mais qui a fait plus d'efforts sur d'autres opus. Mais c'était juste indispensable de le voir sur Ivy, parce qu'évidemment, c'est l'un des dessinateurs par excellence d'un certain érotisme féminin, et le voir sur Ivy, ça a complètement son sens. Donc même si c'est pas pour un récit qui est très fort, et même si il ne met pas son talent en contribution de la meilleure des manières, c'est quand même vraiment, enfin, c'était indispensable d'avoir Cedric là-dedans, puisqu'il avait travaillé sur Ivy, donc c'était plutôt chouette de le voir. Et ma plus grande déception, finalement, c'est un truc qu'on a déjà vu dans d'autres anthologies, c'est que ça s'achève sur une origin story de Poison Ivy qui date de 2007. Bon, déjà, j'aime jamais trop que ces anthologies finissent sur des fascicules qui sont aussi vieux. On a l'impression qu'on n'a rien fait sur Poison Ivy d'intéressant depuis 2007, hein, donc en 15 ans. Et c'est un peu dommage, parce que le but de ces anthologies, c'est justement de montrer le potentiel des personnages et donc leur modernité, et qu'on ait autant de récits absolument excellents des années 80-90, mais rien qui soit postérieur à 2007, ça peut donner cette impression que finalement on n'a rien inventé de valable, rien inventé qui mérite d'avoir sa place dans l'anthologie après 2007. C'est un peu triste, d'autant que cette origin story, je ne sais pas si tu t'en souviens, Alexandra, mais c'est vraiment juste on raconte en 3-4 pages qui est Poison Ivy, avec des espèces de notices Wikipédia. Donc ça raconte pas d'histoire, c'est hyper moche, mais vraiment, le dessin est Oui, vraiment totalement inintéressant. Et oui, oui. enfin, vraiment, sérieusement, pourquoi avoir achevé l'anthologie là-dessus? Ça raconte juste des choses qu'on sait déjà sur Ivy, parce qu'on vient de lire 300 pages sur les caractéristiques et l'origine historique de Poison Ivy. Donc c'est bon, on a compris qui elle était. Donc pourquoi finir sur un truc aussi moche et aussi secondaire, alors qu'on pouvait finir sur Stjepan Sejic? Enfin, c'est vraiment très curieux. Et contrairement peut-être à Alexandra, moi j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus Harley. Enfin, j'aurais bien aimé avoir au moins un numéro sur lequel on rappelle que Harley et Ivy sont amoureuses. Enfin, c'est quand même assez chouette. Oui, mais C'est peut-être C'est vrai on l'a compris, ils en on l'a jouent pas mal souvent, en ouais. ce moment. Ils oui, en on jouent l'a pas souvent, mal, mais que ce soit dans la série ou dans certains comics, oui, mais même dans le dernier.
le but des anthologies, c'est quand même aussi de s'adresser à des gens qui connaissent pas le personnage et qui veulent les découvrir. C'est aussi ça l'intérêt de revenir, de revenir à leur origine, de raconter tout le personnage. Donc là, on évoque en une demi-ligne dans l'introduction qu'elles ont une relation, mais on ne voit jamais, alors que cette histoire d'amour, c'est c'est probablement la réinvention la plus importante de Poison Ivy, de ces, depuis 10, Ouais. 10 peut-être même 20 ans. Il n'y a rien qui a mieux redéfini ou révolutionné le personnage que ça, parce que sinon, c'est un personnage qui tournait souvent un peu en boucle autour des mêmes choses. Donc, parfois, c'est très, très bien écrit, parfois un peu moins bien, mais elle tournait tout le temps autour des mêmes choses. Et tout à coup, elle devenait un emblème. Bon, déjà, une espèce d'emblème du couple lesbien dans les comics, c'était chouette, mais surtout en tant que personnage, avec une caractérisation qui pouvait manquer parfois un peu de profondeur, on lui réinventait enfin une caractéristique assez fondamentale. Et dans une anthologie qui est supposée raconter toute Ivy, à la fois pour les gens qui la connaissent et les gens qui ne la connaissent pas, on occulte quand même un aspect qui est très très important de son évolution récente, qui aurait à la fois permis de compléter l'anthologie en évoquant un truc qui du coup est quand même un trou béant dans sa caractérisation récente, et en même temps de placer un récit postérieur à 2007 pour montrer qu'il s'est passé des choses avec Poison Ivy après 2007, et notamment ça, Oui, notamment oui, un bien truc sûr. Après, aussi gros que ça. je comprends tout à fait ce que tu dis et ça a du sens. Après, moi, au niveau de ma vision, ça m'a pas choquée et comme je disais, j'étais plutôt contente de ne pas l'avoir. Malgré que ça fasse partie de sa vie, bah, il y a pas que ça et j'ai peur que alors je parle pour les néophytes, donc ceux qui connaissent pas trop, l'univers, de Batman ou d'Ivy, j'ai peur qu'on la rattache que à ça, tu vois? Alors que finalement là, comme tu l'as cité et comme je l'ai cité, les récits montrent aussi qu'elle est, une vilaine à part entière, une méchante à part entière, qu'elle a beaucoup de problèmes à exploiter et qu'on pourrait faire des séries que sur elle. Et s'il y a encore du Harley, même si ça fait partie de sa vie, bah, c'est quelque chose aussi bah, un peu d'annexe. Enfin, et puis on peut le voir sur d'autres choses, tu vois. Enfin, ça m'a Oui, pas mais choqué de pas Oui, mais l'avoir. tu dis aussi ça parce que tu as déjà vu et lu beaucoup de récits où il y a Harley et Ivy. Mais pour un Oui, néophyte qui lit ça, bah, il a juste l'impression que Harley n'existe pas pour Ivy. Enfin, ils sont traitement de personnages qui sont complètement distincts. Et en l'occurrence, par exemple, dans toute cette anthologie, on a énormément de Batman. Donc on peut aussi avoir l'impression qu'Ivy n'existe que par rapport à Batman, ce qui est un peu après, dommage. Alors que la montrer. l'idée dans l'anthologie, c'est qu'ils débutent avec ça, après c'est à eux de creuser. Enfin, après si la Oui, personne elle décide de faire son avis qu'avec l'anthologie, c'est un peu con. Enfin, tu vois ce que je veux dire? bien C'est sûr, mais pas, faut pas faire le but que ça. d'anthologie, c'est quand même de montrer tout ce qui est arrivé de vraiment important sur ce personnage, et on oublie quand même que c'est vraiment important, Oui, oui. qui Oui participe aussi, aussi oui. de la recherche, qui participe aussi de la recherche d'épanouissement d'Ivy, puisqu'elle crée tout à coup une relation tout à fait nouvelle, avec en plus une autre super vilaine un peu complexe, ambiguë de cet univers, et pour le coup, elle vit avec Harley des aventures qui permettent de ne pas parler de Batman. Contrairement à tous les récits de cette anthologie qui lient toujours Ivy à Batman, là, ça aurait permis de montrer qu'il y a quand même une recherche d'épanouissement qui se fait autrement que dans sa relation avec Batman, et qu'elle n'est pas une obsédée de Batman, comme on en a quand même l'impression à travers tous les récits qui sont là. Donc ça aurait aussi permis de parfaire un peu le parcours d'Ivy. Et d'ailleurs, on aurait très bien pu utiliser un des fascicules où elle est aussi en crise avec Harley Quinn, puisqu'on a aussi, enfin, dans les derniers numéros de la continuité, si je me souviens bien, elle se sépare plus ou moins d'Ivy quand même. Enfin, elle a une relation qui est plutôt complexe, qui n'est Ouais, pas juste une ouais, ouais, relation mais de bête amour entre les deux. je pense qu'ils se sont dit que c'est tellement exploité ailleurs que qu'ils ont voulu combler et apporter d'autres choses. Enfin, moi, j'étais contente de lire d'autres récits et d'avoir aussi de voir bah, cette relation avec Batman, cette relation qu'elle a avec les plantes, cette relation avec l'écologie, la voir en scientifique. Mais je suis d'accord avec toi, mais ça m'a pas choqué. Oui, je suis Ouais, d'accord, mais voilà, après c'est vrai que je pense j'ai vraiment aux l'impression. néophytes qui du coup aura une vision très incomplète de ce qui s'est passé sur Ivy, et ça, c'est vraiment dommage. Même si on Ok. l'invite à creuser, là, on l'invite à creuser une piste qui n'est pas du tout exploitée, qui est totalement inexistante dans l'anthologie, et c'est un petit peu dommage, mais comme s'il Ouais, n'était rien arrivé à Ivy depuis. Enfin, ça ouais, donne un peu après l'impression j'ai qu'on n'a l'impression pas que réussi à réinventer le personnage. les anthologies bah, justement, ces anthologies-là, bon, ne portent plus le nom Batman, enfin, anthologie, hein, comme on l'avait noté déjà. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'ils s'attardent plus sur ce qui s'est passé avant ou ce qui est vraiment un peu moins connu du public français et du coup, euh, et pas forcément destiné aux néophytes, mais plus aux personnes qui, comme nous, ont déjà lu beaucoup de choses sur certains personnages et qui veulent peut-être revenir un peu plus à leur source ou ce genre de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne, en tout cas, avec les Ouais, j'ai premiers l'impression numéros qu'on aussi. a vus, quoi. Ouais. Je suis pas sûr, parce que sur Harley, on racontait quand même 50 fois l'histoire de sa pièce, qui est quand même connue par cœur.
Ivy, on sait qu'elle a une relation avec les plans Mais et je veux avec dire, Batman. on n'a pas les derniers récits d'Harvey Dent, par exemple, il me semble, non? Non, Euh, non, on Non, n'avait non, non. rien des 15 dernières années, mais, voilà, mais, tu mais, vois, mais du coup, mais du ça coup, on s'attarde a plus beaucoup. sur ce qui était avant, quoi. Mais c'est Oui, peut-être mais c'est peut-être la ligne avant, ça. édito qui veut. Oui, mais c'est juste que c'est pas explicité comme ligne éditoriale. Du coup, on se demande juste Oui, pourquoi on ne Oui, raconte oui, rien non, des mais bien 15 dernières sûr. années, alors que Mm. même les gens qui ont lu certains des comics ne se souviennent pas forcément de tout ce qui est arrivé à Harvey ces 15 dernières années ou de tout ce qui est arrivé à Ivy ces 15 dernières mais années, parce que surtout peu- Ivy qui est un super vilaine un peu secondaire qu'on ne voit pas tant que ça. Ouais, je sais pas. non, Enfin, mais moi, je tu comprends vois, pas trop ce trou. là, ça fait le deuxième tome. Si on remarque ça au bout du troisième, c'est peut-être l'idée. Et est-ce que ce trou, alors j'anticipe, hein, je sais pas du tout ce que je raconte, mais est-ce que ce trou n'incite pas peut-être à du coup découvrir à travers d'autres comics ce qui s'est fait les 10 ou 15 dernières années? Je dis ouais, peut-être, hein, je sais pas. Ouais, mais pour moi, le but d'une anthologie, c'est justement de commencer à te donner Oui, des mais pistes c'est un pour te peu donner envie particulier de toute pour te donner façon envie de leur découvrir. anthologie, hein. C'est un peu Oui, bien sûr. particulier, hein. Mais Donc justement, peut-être. si c'est leur ligne éditoriale, j'aimerais bien qu'ils le disent quelque part et qu'ils l'expliquent. Pour, enfin, ça pourrait être pas mal. On s'arrête en 2007 pour X et X raisons et on vous encourage à lire cette liste de livres-là qui sont sortis depuis et qui permettent d'approfondir le personnage. Pourquoi ne pas finir sur une bibliographie de de ce qui est arrivé dernièrement à Ivy, par exemple, pour encourager à. Enfin, voilà, j'aurais bien aimé, soit qu'ils le justifient, soit qu'ils posent des balises pour aider le lecteur à continuer de découvrir Ivy. Alors que là, comme on a l'impression que c'est un peu autocontenu et qu'on a raconté tout ce qu'on avait raconté sur Ivy, qu'il ne s'est rien passé sur elle depuis 15 ans, je ne sais pas si ça encourage forcément à aller encore approfondir le personnage, alors qu'on sait pas, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose et on ne sait pas forcément quoi lire après ou il se serait passé quelque chose de nouveau. Donc ça, ouais, pour moi, ça me rassure pas vraiment sur le potentiel d'Ivy à apporter de nouvelles histoires. Et c'est dommage parce qu'on sait, nous, en tant que lecteurs et que personnes qui suivons beaucoup tout ce qui se passe autour de Batman, qu'il Bon, s'est on passé suit des choses beaucoup, assez nous. fortes avec Ivy. Un tout petit peu. Effectivement. Donc voilà, c'était le point sur Batman Arkham Poison Ivy. Je vous propose qu'on enchaîne parce qu'il nous reste encore deux lectures et ça fait déjà un petit moment que ce podcast dure. Donc on va essayer de faire les autres lectures sont peut-être un peu moins complètes, enfin, en tout cas un peu moins comment dire costaud. Oui, Et c'est clairement. notamment Justice League Endless Winter. Siegfried, tu l'as lu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? On va encore dire que je suis blasé et négatif. Mais, Oui, donc, oui, c'est vrai qu'on a reçu un commentaire du genre tu es trop négatif, Siegfried, tu es trop négatif. Non, mais c'est vrai que après, tu as des avis qui sont tranchés par moment. Par contre, moi, ce que j'apprécie chez toi aussi, c'est que tu argumentes. C'est jamais négatif pour être négatif ou positif pour être positif, mais c'est toujours argumenté. Donc, bien sûr, je t'encourage toujours à continuer, quel que soit ton avis. juste pour nuancer les gens qui me disent que je suis trop négatif, je vous rappelle que je conseille vraiment l'anthologie Poison Ivy et que les dessins de Pick Russell, le récit de Gaiman et aussi d'Alan Grant sont vraiment super. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très bien. Et du coup, Endless Winter, alors, qu'en as-tu pensé? Bah, donc c'est un récit qui est vraiment très moyen. J'ai vu beaucoup de critiques en parler comme d'un crossover old school et finalement c'est un peu l'impression que ça donne. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est un récit qui ne cherche pas à réinventer quoi que ce soit. La volonté, c'est vraiment de montrer la Justice League découvrir un nouveau super vilain, perdre contre ce super vilain, trouver un moyen de vaincre ce super vilain et finalement vaincre ce super vilain sans explorer particulièrement quoi que ce soit qui pourrait pu être proposé par le postulat de départ, ce qui est un peu surprenant parce que c'est quand même un événement qui avait été teasé depuis assez longtemps, sur lequel DC avait fait pas mal de com, donc il semblait vraiment croire dans ce récit avec ce postulat d'un monde gelé. Donc pour beaucoup, on s'attendait à ce que ça concerne Freeze, bien sûr, puisque Glace et DC-Verse, généralement, ça En fait penser à général, Freeze. ça match avec Mr. Freeze. Ouais, ça marche plutôt bien. Donc là, ils ont probablement essayé de surprendre les gens en laissant croire que ça pourrait être Freeze. En fait, pas du tout, puisque c'est juste ils essaient de trouver un prétexte pour montrer qu'une espèce de super vilain du Xe siècle euh, est retrouvé dans les glaces. Et c'est le Frost King, donc c'est une espèce de divinité vaguement viking qui a le pouvoir de générer de la glace
et de créer des soldats et des monstres de glace. Donc en soi, c'est pas des pouvoirs très impressionnants, mais évidemment, grâce au scénario, ce super C'est Game vilain of est Thrones, en hyper fait. c'est un peu ça. Av Avec une résolution peut-être plus satisfaisante, mais on va pas vous spoiler la résolution de Non, l'histoire dans non, non, on va et éviter, on encore, va éviter. pour le coup, c'était plus intéressant dans dans Game of Thrones quand même, parce qu'il y avait quand même une crise, un postulat qui était plus intéressant. Là, c'est vraiment, on découvre ce bonhomme, il génère de la glace. Grâce au scénario, il est vraiment très fort et les super-héros ont beaucoup de mal à le battre. Bon, bah, oui, bah, pourquoi pas? Moi, je m'attendais au début, vu toute la com qui était faite autour, à ce qu'on ait une espèce de récit de DCeased à la sauce glacée. Enfin, à ce qu'on explore vraiment comment le monde était changé par cette espèce de vague de froid qui l'envahissait, comment ça redéfinissait les relations entre les personnages, comment ça redéfinissait Gotham, Metropolis, enfin les différentes villes qu'on connaissait. Et finalement, quelle solution ils allaient y trouver, bien sûr. Mais enfin, je m'attendais à cette espèce d'exploration d'un monde enneigé. Alors que bon, effectivement, le monde est glacé, mais c'est surtout un prétexte à dire: «Mon Dieu, on est dans une crise, qu'est-ce qu'on va faire? Comment affronter ce Frost King? Comment le retrouver?» Et bon, c'est pas nul, mais c'est vraiment pas très intéressant et c'est finalement ce que les gens voulaient dire par OK. par 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 truc old school. Le but, c'est vraiment de créer de monter un peu la sauce pour un gros récit final. Donc effectivement, la sauce monte et on a un gros récit final. Le dessin est vraiment très propre de bout en bout. Bon, il faut dire on a 11 artistes différents, mais on a quand même une relative cohérence graphique puis bon, on a de très jolis fascicules dessinés par Hermannico et Nahuel Pan qui sont déjà 2 artistes dont j'avais dit le plus grand bien dans le dernier podcast. Donc j'étais content de retrouver, qui sont bien moins brillants là-dedans. Si vous vous souvenez, dans le dernier podcast, je vous disais que ça valait presque le coup d'acheter le dernier Death Metal et Justice League Dark parce que, il y avait ces pages qui étaient vraiment extraordinaires par ces 2 artistes, alors même que l'histoire était assez moyenne. Là, ils font quelque chose qui est plus consensuel, mais donc ça déchire pas la rétine, mais c'est vraiment très propre, c'est joli. Donc c'est le genre de récit qui se lit bien, mais qui est vraiment hyper classique où on n'essaie pas d'explorer le monde, on n'essaie pas d'explorer la relation entre les personnages, on essaie juste de raconter une histoire qui fonctionne plus ou moins bien autour de ce super vilain un peu bidon qui apparaît juste pour disparaître à la fin. Enfin, c'est vraiment le type même du super vilain un peu filler. Il sort de n'importe où, il est super puissant et il finit par être vaincu. Enfin, le genre de schéma qu'on voit déjà dans des milliers de comics et qui, moi, personnellement, a tendance à me fatiguer un peu parce que ça raconte vraiment rien. Mais ça peut être satisfaisant pour ceux qui aiment bien les récits cosmiques ou rien seulement ce genre d'histoire d'équipe qui affronte un super vilain, qui peine, puis qui arrive qui n'essaie pas de réinventer l'eau chaude, mais qui essaie juste de raconter quelque chose de classique et de satisfaisant. D'accord, donc assez classique, et c'est quelque chose un petit peu, hors continuité, quoi. C'est quelque chose qui se lit, sans Oui, tout à fait. avoir à avoir Oui, lu quelque chose avant ou après et cetera, quoi. je pense qu'ils jouent la com joue un peu dessus. C'est un récit qui est ils appellent ça un récit complet, qui est complètement autocontenu et c'est vrai qu'à notre époque où, on sait plus trop où on est la Justice League entre Ça, ouais. les médias, les Kiri, puis tous les trucs qui bouleversent le DCverse et par ailleurs des comics Justice League qui ne parle plus du tout de tout ce qui est tout ce qui est supposé affecter le DCverse. Enfin, on sait plus du tout où on en est. Donc là, on est vraiment juste un récit avec la Justice League de base. On fait référence à rien d'autre et on fait juste évoluer ces personnages contre un super vilain. Donc c'est presque ce que fait Tynion sur les Batman. C'est à une époque, on a du mal à s'y retrouver avec tout ce qui a été fait. Revenir sur juste créer un récit tout à fait classique pour à qui ça manque d'avoir un récit tout à fait classique. Donc ça manque trop de brillant pour me plaire à moi, mais je peux comprendre que ça satisfasse quelques lecteurs. Je pense que ça ne va conquérir le cœur d'aucun lecteur, mais ça va certainement satisfaire quelques-uns. D'accord, très bien. Pour ce Justice League Endless Winter, donc ce Batman à la sauce, Game of Thrones. Non, je plaisante, mais effectivement, donc ce récit autocontenu et on passe donc à la dernière lecture. Tu parlais de DCeased, en évoquant Endless Winter. Alors justement, je vais passer la parole à Alexandra. Est-ce que tu peux nous parler de DCeased Up at World's End? Tel est son nom, le dernier, au dernier opus de Tom Taylor sur son univers Deceased. Oui, alors ce numéro-là, donc je vais pas le répéter, hein, This is Up at Old Wind, se déroule pendant les Tu l'as fait au événements final. et je l'ai fait, mais je ne le ferai qu'une fois, donc retenez bien ça et copier-coller. Il se déroule pendant les événements de This is, mais le premier et non le deuxième, et ça c'est assez important. Alors au niveau chronologie, encore une fois, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, on leur en veut pas, c'est un peu, un univers qui se vaut tout seul, donc on est toujours dans l'idée que certains héros, que la moitié de la population se soit transformée en morts-vivants.
Et dans ce cas-là, on va avoir une double narration dans ce numéro-là. On a une partie avec le point de vue de Jimmy Olsen, qui se trouve au Daily Planet à ce moment-là, qui est en gros le meilleur pote de Superman et qui va un peu regarder à son niveau tout ce qui se passe. Et l'autre intrigue avec Black Adam, qui va gérer une crise et qui va se faire entourer de pas mal héros. Alors, sur ce numéro, on a beaucoup la jeune génération qui est mise en avant, donc Damian Wayne, John Kent et Cassie, qui vont être au cœur de l'action. Et justement, c'est ça qui me déçoit un petit peu. L'idée de DC, c'était quand même de toucher un public, je dirais plus adulte, parce qu'on part quand même sur du Tom King, donc on sait qu'on va voir de la violence, des morts, un univers un peu, je dirais, gore, un peu post-apo, où c'est la fin de tout et qu'il n'y a plus d'espoir, hein, c'est bien de le dire. Là, pas tellement, parce que l'écriture, j'ai l'impression, est un peu édulcorée, un peu toute douce, parce qu'on suit les jeunes, parce que c'est moins violent, finalement. Il n'y a pas tant de scènes de combat que ça, et faut pas se le cacher, c'est pour ça qu'on lit ça, hein, sinon on lirait autre chose. Tout à Et fait. même au niveau du dessin, c'est pas ouf non plus. C'est un peu, je sais pas si je peux comparer ça, mais un peu un niveau de dessin qu'on peut avoir sur les récits Urban Link. Donc un peu teenager, young adult, mais c'est pas ce que je veux. Donc déçue. Après, déçue, j'en Toi, attendais tu pas veux du grand-chose. sang. Je veux du sang, je veux du gore, et pourtant c'est pas mon délire, mais je veux dire, à un moment donné, on sait qu'est-ce qu'on lit, pourquoi on lit Batman Death Metal, pourquoi on lit Batman Metal, pourquoi on va lire certaines séries. Et je dis pas qu'il ne faut pas évoluer dans ce qu'on propose, au contraire. Mais là, de changer au tout et de proposer quelque chose de plus light, non. Sinon, faut partir sur une autre type de série. Alors, en effet, l'histoire c'est Hope, donc espoir en français, mais là, l'espoir, il y est même pas là, et puis c'est pas très bon. Non, je suis pas du tout convaincue. Alors, comme je disais juste avant, je suis pas forcément déçue parce que j'y attendais pas grand-chose. Je comptais même pas le lire, mais bon, je me suis dit quand même, parler de choses, c'est plus mal. Et voilà. Et l'intrigue est pas folle. Je suis pas convaincue. Tu es hyper convaincu par ce Non. nouveau récit de DC. C'est aussi ton avis, Siegfried, pour conclure? Je suis un petit peu plus satisfait par le volume, même si je comprends tout à fait les nuances d'Alexandra et que j'en partage la plupart. Bon, déjà, je partage avec Alexandra cette surprise. Bon, elle le dit pas tout à fait dans les mêmes termes, mais c'est un peu étrange que ça s'appelle Au Patrol's End et que ça soit présenté comme une autre Mm. mini-série, alors qu'en fait, c'est la suite de DC's. Enfin, il y a un moment, il Bah faut appeler oui. une suite une suite. Enfin, c'est exactement comme Dead Planet, donc ce qui va venir après, est aussi qualifié de mini-série. Mais ce sont pas des mini-séries, c'est exactement la suite des récits précédents. Et si vous n'avez pas lu les récits précédents, vous comprendrez rien. Ça finit juste sur des cliffhangers qui vous obligent à lire la suite pour comprendre. Donc ça se place complètement dans une continuité et ça n'a absolument rien d'une mini-série. Donc enfin, ça cause d'un peu hypocrite d'appeler ça mini-série alors que c'est pas autocontenu, ça se place complètement dans une continuité. C'est vraiment un choix très curieux. C'est même pas une intrigue à la rigueur, si c'était une intrigue qui était complètement parallèle comme Unkillables, le volume précédent, était une intrigue qui se passait parallèlement à Deceased du point de vue des super-vilains. Donc là, on pouvait comprendre que ça se présentait comme une mini-série parallèle et pas forcément comme une suite. Mais là, clairement, on progresse aussi dans l'aventure générale, enfin dans ce que les super-héros cherchent à faire pour éradiquer le virus zombie. Donc c'est complètement une suite à Deceased et pas du tout une mini-série. Donc il faut vraiment, enfin c'est un peu hypocrite. Je sais pas trop quel est l'intérêt marketing de faire une chose pareille, comme si les gens allaient lire Up at World's End sans avoir lu DC's. Enfin, autant le revendiquer comme une suite. Je comprends pas cette idée. Je comprends tout à fait qu'Alexandra, et je suis tout à fait d'accord, soit frustré par le côté très propre de ce volume, alors que tout le monde le présente comme c'est le Marvel Zombies, mais version DC. Et on avait des visions qui étaient assez gore, et assez rafraîchissantes, enfin, qui tenaient vraiment leurs promesses dans les précédents volumes. Et c'est des promesses qui sont pas du tout tenues là, alors que on nous promettait du gore, on nous a donné du gore, donc pourquoi le retirer tout à coup au troisième volume? Ça ne peut pas manquer de décevoir, puisque les gens qui vont lire ça sont des gens qui ont aimé les précédents et qui ont particulièrement aimé ça dans les volumes précédents. Donc je sais Oui. pas trop pourquoi faire ce choix. Après en plus un volume qui était le Unkillables, qui était quand même vraiment bon, pourquoi revenir à quelque chose d'aussi propre et d'aussi doux alors que c'est vraiment pas ce que les spectateurs cherchent
Enfin, le lecteur cherche, c'est vraiment assez étrange. Donc on a quelques chouettes pages quand même les pages sur Damian globalement sont rafraîchissantes, mais sont vraiment pas mal puisque c'est toujours la question de comment est-ce qu'il va porter l'héritage de Batman maintenant que Batman est mort. Et comment est-ce qu'il va accepter de porter la cape de Batman et devenir le nouveau Batman alors que ça reste un ado. Donc c'est quelque chose qui peut rappeler un peu la fraîcheur du duo Dick Grayson, Damian en Batman et Robin dans le run de Morrison et Quietly. Donc ça fait toujours plaisir de voir Damian. Et c'est ce que tu disais, Alexandra, sur l'un des volumes précédents dont on parlait, c'est Damian n'est pas une tête à claque dans ce volume, et ça fait quand même plaisir de voir Damian exploité de façon un peu tendre, sans du tout trahir le personnage de Damian, hein, qui reste quand même un peu insolent, un peu indépendant, avec ses difficultés, mais qui n'est plus juste insupportable. Et, donc il est quand même bien exploité. Ça reste Tom Taylor. Tom Taylor, c'est quand même un scénariste qui sait écrire les personnages. Donc finalement, on a de jolies choses sur Damian. On a de Black Adam est écrit de façon toute cette saison. De toute façon, c'est un super vilain que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir quel film ils vont en faire. Mais globalement, il est plutôt bien exploité. Jimmy Olsen est plutôt chouette. On a même un numéro sur les super pets, donc avec Détective Chimp, Crypto, Ace Comet, donc le cheval. Le cheval et le chien de Superman, le chien de Batman et le détective chimpanzé du DCverse dans un numéro qui est mignon, un peu oubliable, mais bon, c'est sur l'idée de Tom Taylor de faire plein de digressions sur les personnages les plus divers pour montrer comment eux participent à ce nouveau postulat. Donc c'est quand même intéressant. Enfin, il faisait beaucoup ça sur Injustice aussi. Et finalement, c'est un peu ce qu'on demande aussi. C'est à partir du moment où on a posé un postulat aussi fort que la moitié de l'univers d'ici est transformé en zombie, comment est-ce que tous les super-héros, même les plus mineurs, vont réagir à la crise? Donc c'est agréable de voir ça, même si globalement ces digressions sur des personnages mineurs sont souvent assez oubliables. Et même ce qui arrive à des personnages importants est globalement oubliable. Enfin, je pense que c'est un numéro dont je vais pas me souvenir très longtemps, alors que le premier Deceased, évidemment, a été assez fort pour qu'on se souvienne quand même de la plupart des événements qui s'y déroulent. Unkillables était assez bon aussi pour être assez marquant. Là, je pense que je vais oublier ça assez vite. On est vraiment sur un numéro qui essaie de faire juste l'intermédiaire entre le premier Deceased et Dead Planet, donc le volume suivant, où il va vraiment se dérouler des choses fortes, avec cette fois, on aura tous les personnages dark, donc Tin Zatanna, etc., qui vont en plus s'impliquer dans cet univers. Donc ça va être pas mal. Là, on est dans une espèce de volume un peu entre deux, qui crée beaucoup de digressions aussi par remplissage, qui essaie de faire évoluer légèrement les intrigues des personnages, mais pas assez pour résoudre quoi que ce soit, et pas assez pour poser vraiment des nouvelles bases intéressantes. Donc c'est vraiment pas le numéro, là je suis d'accord avec Alexandra, c'est vraiment pas le numéro le plus convaincant de toute cette série, même s'il comporte quand même assez de bonnes pages pour être lu, surtout si vous avez aimé les volumes précédents, vous serez probablement un peu déçus, mais vous retrouvez un peu de ce talent de Tom Taylor pour écrire des personnages très, très variés. Mais c'est un peu du Tom Taylor en demi-teinte. Il est quand même meilleur que dans Suicide Squad. Il fera plus de choses un peu importantes pour cet univers, et ça sera le cas. Dead Planet est plus intéressant que. On en reparlera quand ça Bien apparaîtra en sûr. français, bien sûr. Sera plus intéressant que Hope at the World's End, mais ça accentue encore plus cette impression que d'un opus un peu assez secondaire quand même, coincé entre les événements un peu plus importants et tenant un peu mieux leurs promesses de cet univers d'ici. OK, je pense que alors je ne pensais pas qu'on allait, faire autant de temps sur ces lectures, et j'en profite d'ailleurs pour demander à ceux qui nous auront suivis jusqu'au bout s'ils préfèrent, qu'on soit plus bref, ou en tout cas plus complet comme ce soir, en tout cas où on a duré, pas mal de temps sur chaque lecture. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Merci, Alexandra, merci Sachant, Siegfried. Ouais, vas-y, si vas-y, vous tu veux voulez, rajouter un truc? si vous préféreriez qu'on soit plus bref, ce qui est tout à fait légitime, n'hésitez pas à ne pas juste nous dire j'aimerais que ça dure une demi-heure, mais nous dire par rapport à ce podcast par exemple, quel passage on aurait pu couper, parce que ça nous aidera vraiment à mieux construire la suite. Est-ce que vous estimez qu'on a passé trop de temps sur chaque récit, par exemple, de l'anthologie ou du multivers noir? Enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu faire plus court? Parce que si c'est juste pour nous dire que ce serait bien qu'on dure moins longtemps, ça sera un peu vague. On aimerait vraiment bien savoir comment vous satisfaire en proposant le contenu le mieux adapté à chacun des volumes qu'on vous présente. Donc, on attend vraiment vos retours de ce point de Tout vue-là. à fait, on Mais est voilà, toujours, soyez précis. avare de ouais, non, on va essayer d'être le plus précis possible, effectivement. Après, on essaie de répondre à chaque fois à vos commentaires, que ce soit sur YouTube. D'ailleurs, Siegfried répond plus rapidement que moi, sur YouTube. Que ce soit sur Facebook ou sur notre page internet directement batmanlegend.com. En tout cas, merci Alexandra, merci Siegfried pour ce podcast ce soir. Merci à toi. Merci Merci. à tous ceux qui nous auront suivis jusqu'au bout. On se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut! Salut.